Bonsoir. Hein? Bon. Bonsoir à tous. Bienvenue sur La Grande Taverne pour une émission ce soir consacrée à l'histoire et les jeux vidéo, les liens qu'il peut y avoir entre les deux. Est-ce que les jeux vidéo peuvent servir à apprendre quelque chose au final? Donc ce soir, au comptoir, pour en discuter avec moi, Xavier. J'ai pas dit les pseudos. Bonsoir Xavier. Et Caramel. Bonsoir Caramel. Salut. Alors moi j'ai pas de tête. Non, du coup il est caché aujourd'hui, il y a des petits soucis ce soir, oui. Il y a des petits soucis, mais on vous reverrez sa bobine dans pas très longtemps, je suppose. Du coup, avant de donc du coup, ce qui nous a amené à parler de ce sujet, c'est le trailer dévoilé il y a pas longtemps d'Assassin's Creed Ragnarok et des petits débats qui s'en sont suivis sur la toile sur sa rigueur historique. Voilà, j'essaie de dire des beaux mots. Pas toujours évident. Et du coup, je vous propose, dans un premier temps, de revoir du coup, le dit trailer. Voilà. Ah, j'ai oublié de dire qu'il y a monsieur Ripotépos à la régie. Ils sont sans pitié. Ces barbares païens. Ils tuent et massacrent aveuglément. Ils souillent le sol d'Angleterre. Une terre qu'ils ne défendront jamais. Maintenant, le temps est venu de leur parler la seule langue qu'ils puissent comprendre. Odin est avec nous! Ça donne pas envie.
Ah là! Alors déjà, premier tour de table pour savoir votre rapport avec la série en fait. Donc est-ce que Assassin's Creed, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous attendez cet opus déjà? Et est-ce que vous aimez la série? Enfin voilà. Donc qui veut commencer? Ah bah, moi, ça va aller vite, hein, parce que j'ai pas fait la série du tout. Donc voilà. Voilà, effectivement. Du coup, tu n'es pas hypé par le prochain. Bah non, surtout que là, ça me donne plus l'impression de regarder Netflix qu'un jeu, mais je crois que c'est un autre débat. Ah, ça c'est habituel, je pense, il me semble chez c'est ça. Enfin, chez Assassin's Creed et même peut-être Ubisoft, les trailers de jeux, bah même tout le monde au final, ça se rapproche de plus en plus de mini-séries ou de trucs comme ça, je pense. Ouais, on est sur des cinématiques qui sont pas forcément dans le jeu après, quoi. Ouais, c'est Des ça. courts-métrages. Et ouais. Donc pour ma part, Assassin's Creed, ouais, bah si, c'est une série que j'ai suivie, enfin que j'ai pris comme d'habitude en décalé, mais j'ai quand même fait les trois premiers, enfin les 1, 2, 2, 2.1, 2.2, donc Brotherhood et Révélation, et puis le 3, puis j'ai regardé un peu la suite. Et j'avoue que bah, globalement, en fait, je trouve que la première trilogie, jusqu'à la mort de Connor, elle tient la route. Après, ça commence déjà à partir un petit peu dans des directions qui sont un peu pas forcément convaincantes. Et là, depuis le Origins, j'accroche pas du tout. Donc là, le Valhalla, je suis très dubitatif. D'accord. Ok. En ce qui me concerne, c'était une série que j'avais beaucoup accroché au début. Donc c'est pareil, donc au moment du 1, même si c'était très répétitif, mais bon, c'était intéressant à l'époque. Le 2, j'avais adoré, le 3 qui est sympa. Après, j'ai beaucoup ralenti et j'essaie de rattraper un peu mon retard. Donc, je suis en train de faire le Unity. Mais pareil, en fait, derrière le 3, je vois moins. Autant les aspects qui se passent dans le passé, tout ça, je trouve toujours que c'est assez intéressant. Et il y a des trucs, autant je comprends plus de trame au jeu, en fait. Et à la Mhm. saga, globalement. Donc, voilà. Et donc, j'ai pas encore testé les derniers, donc je sais pas vraiment ce qu'ils valent vraiment. Mais par contre, le Valhalla, bah, je l'attends, oui et non, quoi, comme les Oscars. Les Vikings, c'est intéressant, surtout en ce moment. Mais en ce moment, enfin, c'est un peu à la mode, on va dire. En plus, je suis toujours dans les séries Vikings et Last Kingdom, donc ça va avec. Mais voilà, je pense surtout que c'est une série qui s'essouffle pas mal et ils essayent de leur donner un nouveau souffle. Mais est-ce qu'ils auraient pas mieux fait de refaire un nouveau truc, en fait? Ouais, je pense bon, une nouvelle IP aurait été plus intelligente. Ouais, voilà, je pense aussi. Ok, très bien. Donc, avant de passer au débat proprement dit, on va faire un petit tour sur les news récentes, on va dire. On essaie de lire des news du mois qui vous ont marqué et que vous avez envie de partager avec nous. Donc, bah, vu que c'est Caramel qui a commencé pour les avis sur Assassin's Creed, je propose que ce soit Xavier qui commence pour ça. Alors, bah, j'avais envie de parler d'un jeu qui devrait pas trop tarder maintenant, qui s'appelle le Athanor 2. Ouais. Bah, comme le nom l'indique, c'est la suite du 1. C'est un jeu indé, mais fait par. Bah là, ouais, effectivement, c'est un jeu d'aventure. Donc, Est-ce c'est que fait tu veux par. qu'on est-ce que tu veux qu'on s'attarde sur la vidéo, enfin qu'on la passe vraiment puis qu'on la commente après ou... Non, mais on peut l'avoir juste en fond, ça donne une idée Ouais. du style de jeu, Ok, de ce très que bien. c'est un petit peu. Donc, c'est fait par Eric Safar, qui est un ancien de chez Cryo, qui avait bossé sur la série Atlantis. Et qui donc bah, c'est un vétéran quoi, de l'industrie et qui s'est mis bah, à faire un jeu pour retrouver les sensations d'avant en repartant sur du jeu d'aventure, en rendant hommage au départ, puisqu'il a développé sur Auric, donc à la machine, une machine qui avait pas mal de jeux d'aventure, notamment chez Loriciel à l'époque. Et donc il a fait des adaptations sur 8 bits. Et l'idée, c'est de passer, donc ça sera a priori une trilogie, ou enfin, en tout cas plusieurs épisodes, et de passer à chaque fois une génération. Donc là, le Athanor 2, bon, il y a eu une version CPC quand même, mais la version un peu définitive, c'est la version Atari ST et Amiga. Donc on voit là les graphismes qui sont quand même assez jolis, parce que le premier, c'est en 3D fil de fer, enfin, c'est très, très basique. Et on voit aussi que bah, il utilise la souris. Donc il reprend en fait l'évolution de l'histoire des jeux d'aventure.
Donc ça a l'air assez prometteur. Le premier, oui, j'ai pas dit, le premier était en tapant, c'était un analyseur syntaxique. Il fallait taper les commandes. Donc ça peut être très sympa et retrouver l'ambiance des jeux Lancor, des jeux, même des premiers Ubi par exemple, de certains jeux Ubisoft de l'époque. Voilà, D'accord. donc peu d'attente là-dessus. Ok. Ouais, ça a l'air sympa. Quand tu me dis comme ça, c'est cool. Caramel, du coup. Alors, je vais parler de l'annonce de EA Games qui a indiqué, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a quelques jours, qui allait, en plus de la version de Command & Conquer Remastered, faire une petite surprise à la commu, qui était de lancer le moteur de Command & Conquer et Alerte Rouge et Tiberonsen, donc les 3 premiers de la série, en licence GPL, donc en libre. Donc le truc qui est assez sympa, donc là la vidéo qu'on voit justement, j'en parle un petit peu, c'est OpenRA, qui a un moteur alternatif, qui a permis de moderniser un petit peu le jeu. Donc en fait, EA Games, il va faire un double remaster avec ça, puisqu'il y aura sa version officielle, qui sera, je pense, avec des améliorations graphiques et tout ça. Et à la fois, pour retrouver toute l'expérience qu'il y avait du jeu d'origine, il donne à la communauté tout le code du moteur. Donc, parce que pour l'instant, il y a plusieurs projets qui existent pour faire tourner les premiers Command & Conquer, soit en version originale, soit en version un peu modifiée, parce que là, si on charge le jeu, c'était un jeu qui tournait sous Windows 95 ou DOS. La version DOS, je sais pas ce qu'elle est devenue. Pour le faire tourner pour Windows, c'était pas forcément super facile. Surtout pour jouer en réseau. Parce qu'à l'époque, on jouait sur des modems 56K ou des nuls modems, il n'y avait pas de câble réseau en TCP/IP, tout ça. Donc pour faire perdurer le jeu, c'était pas évident. Donc il y a plusieurs projets comme CNCnet qui là récupère le jeu original, enfin qui reste très fidèle à l'original, mais qui rajoute des codes de compatibilité pour faire tourner sur Windows 10 et jouer par internet par exemple. Et OpenRA qu'on voit derrière qui a pris un autre tournant qui est de moderniser le jeu, rajouter des fonctionnalités et tout ça pour faire continuer un petit peu à vivre le jeu d'une façon différente. Donc ce que ça va faire à ce niveau-là, parce qu'en fait pour l'instant les 2 projets-là, ça a été fait par des gens plus ou moins en bidouillant, en essayant de faire des choses qui marchaient, en regardant, essayant de comprendre comment marchait le jeu. Ce qu'a fait EA Games, c'est dire le code, vous saviez pas comment ça marche, vous n'avez pas le droit de le regarder, maintenant on vous l'offre. Donc ils peuvent regarder ce qu'ils peuvent faire, les choses qui étaient compliquées à faire, ça va être beaucoup plus simple parce qu'on va pouvoir simplement faire des copier-coller. Enfin, en gros, il y aura peut-être des petites choses à faire en plus. Et décoder les données du jeu, par exemple, c'est quelque chose qui avait été fait comme ça en trial and errors. Il y a j'avais vu sur le forum de OpenRA, par exemple, qu'il y a des gens qui voulaient modder le jeu et qui disaient mais comment je fais pour changer telle statistique ou ça, des trucs comme ça. Et les gens répondaient on sait pas encore trop, faut fouiller, faut fouiller dans les exas ou des trucs comme ça. Donc ça va permettre d'accélérer quand même pas mal tout ce qui va être le développement de ce genre de choses. Et plus ou moins de continuer à faire vivre le jeu de 2 façons différentes entre la version remaster et la version des versions un peu modées, un petit peu modifiées, originales, faire un peu ce qu'on veut avec quoi. Donc il y a eu déjà, c'est un peu dans la continuité de ce qu'ils avaient fait avant, puisque en 2007, 2008 et 2010, ils avaient lancé leur jeu en freeware. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas encore regarder comment ça fonctionnait, mais on pouvait télécharger toutes les données du jeu et les réexploiter. C'est pour ça que OpenRA, CNCnet et tout ça ont pu exister, puisque sinon c'était tous des problèmes de copyright et tout ça. Donc c'est quand même une bonne surprise, je trouve. Enfin, moi j'aime bien après tout ce qui est libération des moteurs, de pouvoir refaire des jeux et tout ça, puisque là, quand on regarde aussi en moteur 2D, dans tout ce qui existe en libre, il n'y a pas vraiment grand-chose qui tienne vraiment la route. Et, si on peut avoir tout ce qu'il faut pour faire des jeux un peu à la Command & Conquer avec la même interface, mais avec par exemple tous des autres graphismes, des autres unités, on peut s'amuser à recréer des jeux avec le moteur de Command & Conquer. Donc là, l'effet sera pas visible immédiatement, mais je pense qu'on aura peut-être dans quelques mois, quelques années, des trucs assez rigolos qui vont pouvoir arriver. Ouais. Effectivement, ça peut peut-être nous donner des petits trucs sympas. C'est vrai que lancer les vieux Command & Conquer, c'est un peu la misère. J'avais essayé de relancer le premier il n'y a pas très longtemps. 800 x 600 et tout, c'est un peu compliqué. Ça là, on est sur du 1080p derrière en OpenRA avec du brouillard de guerre et Ouais. des petits trucs un peu rigolos. Et le fameux clic droit, j'en ai parlé un petit peu sur Oui. sur le Discord. Mais je crois que c'est pas les seuls à avoir ce truc. Il me semble que dans Ruse, c'est ça aussi. Voilà, là, ça laisse au moins la possibilité aux gens de choisir les contrôles qu'ils préfèrent. Oui. C'est sympa. Ok, très bien. Et pour ma part, alors c'est tombé un peu par hasard, je sais pas, mais
coup, c'est l'annonce des ouvertures des préventes et de la date de sortie de Crusader Kings 3, donc, qui est donc la suite de Crusader Kings 2, évidemment. Par Paradox, donc ça fait partie de leur Paradox, donc il fait beaucoup de wargame en fait. Donc les Crusader Kings prennent place à l'époque des croisades. Donc le 2 à l'origine commençait au moment, la date de départ était le lancement de la campagne de Guillaume le Conquérant sur l'Angleterre. Donc tu commençais en départ, il te conseillait par exemple de le prendre et du coup tu avais la conquête d'Angleterre. Et ça allait jusqu'à la chute de Constantinople. Ouais. Ça change toujours de nom cette ville-là, donc je crois qu'elle n'est pas Byzance. encore. Ouais, Byzance. Donc et la fin de l'Empire byzantin. Après une flopée. Alors le problème de Paradox, c'est qu'ils te font toujours 15 000 DLC qui vont avec les jeux. Ceux de Crusader Kings sont les plus embêtants parce que ce sont ceux qui t'apportent vraiment des mécaniques de gameplay. Et du coup, quand tu les as pas, t'as plus l'impression d'avoir un jeu complet. Alors que sur d'autres wargames qu'ils ont, comme Hearts of Iron ou Revenir Arstelis, tu vas plus avoir des DLC qui sont des mécaniques spécifiques à à certains pays, certaines nations. Et du coup, c'est juste, si tu veux pas jouer cette nation-là, c'est pas forcément, tu t'en fous, quoi. Là, c'est un peu plus gênant. Là, c'est pas exactement pareil, c'est un peu plus gênant. Donc, je sais pas quand est-ce qu'ils vont remettre leur start pour celui-là. En tout cas, ils l'ont annoncé l'année dernière, c'était une bonne surprise et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Après le nombre d'heures que j'ai passé sur le 2, ça pourrait être cool ça va être sympa. Voilà. Et du coup, j'ai pas dit la date de sortie, donc il est en prévente, c'est en ouverture, et la date de sortie, c'est le 1er septembre. Ce serait con d'en parler, de pas la donner quand même. Donc sur ce, on va passer au débat. Je sais plus, il y avait des jingles à passer, mais je sais plus quand est-ce que tu vas les passer. Ah, on a raté celui des brèves, donc tu vas pouvoir passer le jingle pour le débat, je pense. Autant essayer de faire les choses bien. C'est mignon comme tout. Alors par contre, du coup, vu qu'on n'a pas le son en retour, j'ai coupé le retour live, je sais pas, faudra que j'aille réécouter voir si c'est de la musique. Ouais. Donc le débat sur les rapports entre l'histoire et les jeux vidéo. Je vous propose de le faire en 3 parties. La première partie où on va parler de manière un peu globale sur les jeux historiques, les jeux qui sont en rapport avec l'histoire. Une deuxième partie où on va parler sur est-ce que vraiment on peut se servir des jeux vidéo pour apprendre quelque chose. Donc dans notre cas apprendre de l'histoire, est-ce que vraiment et au final aussi derrière qu'est-ce que c'est que apprendre l'histoire. Je sais pas si j'arrive à être très clair et on détaillera après. Et une troisième partie où on parlera des uchronies parce qu'au final est-ce que c'est pas une simplicité de prendre une situation de base, de mettre un point de départ historique, et puis après de partir faire n'importe quoi, et comme ça, voilà. On sait le passé, mais après, ça ouvre toutes les libertés qu'on peut avoir. Et ça a l'air de marcher pas trop mal. Donc, pour la première partie sur les jeux d'histoire, historique. Les jeux d'histoire, pardon. On a quelques grosses licences qui fonctionnent et qui sont quand même basées pas mal sur l'histoire. Je vais beaucoup me répéter, j'ai l'impression. Est-ce que c'est un marché qui est plus porteur, autant porteur que par exemple la science-fiction? En jeu, en licence qui fonctionne pas mal, du coup, on a les Call of Duty. Alors même s'ils se sont beaucoup envolés quand ils ont pris le choix du futur, on a Battlefield et quelques autres jeux on parlera au fur et à mesure. Du coup, est-ce que vous avez déjà un avis ou quelque chose à dire par rapport à ça? Je ne sais pas comment lancer la discussion, c'est un peu compliqué. Ouais, je pense qu'on peut voir quand même que tu as cité là dans ta brève un jeu de stratégie, et puis là tu cites des FPS. Il y a quand même des genres qui semblent s'y prêter mieux. Oui. Effectivement, les jeux de stratégie vont recourir massivement à l'histoire. Probablement l'héritage du wargame historique classique. Alors évidemment, il y a du Warhammer, il y a tout ce que tu veux aussi, hein. Il y a du wargame fantastique et du wargame SF.
mais l'histoire reste, le wargame historique reste quelque chose qui fonctionne très très bien. Toujours l'idée de et si on refaisait Waterloo, et si on refaisait El Alamein, etc. Et puis avec effectivement Medal of Honor dans un premier temps, puis Call of Duty et Battlefield après, le FPS c'est vraiment enraciné dans les références historiques. Et ce qui lui a valu quand même ses lettres de noblesse d'une certaine manière, parce que tant que c'était Doom, c'était violent, etc. Quand c'est devenu Medal of Honor, c'est devenu respectable. Parce que c'était la guerre, que c'était en plus c'était la guerre où on était les gentils, etc. Donc on a quand même des genres particulièrement impactés par ces références historiques. C'est pas les seuls évidemment, mais c'est des genres quand même un peu plus dominants, enfin à mon avis. Mhm. Oui, c'est vrai. Ouais, je sais pas, Caramel, si t'as quelque chose à dire. Là, comme ça, je sais pas. Alors, je me dirais peut-être que l'avantage d'avoir un cadre historique, c'est que ça simplifie quand même pas mal le scénario, puisqu'il n'y a plus qu'à ouvrir un livre plutôt que de devoir essayer à rechercher à des intrigues et tout ça. Donc, est-ce que c'est pas aussi une façon d'avoir une ambiance qui est déjà plus ou moins toute faite et qui va peut-être parler un petit peu à un certain nombre de gens, plutôt que de devoir recréer tout un univers, essayer de construire une ambiance en fait. Alors que là, bon, on va réussir à. Enfin, c'est pas non plus si facile que ça, je vais pas dire ça. Mais voilà, ça donne des références qui sont au moins partagées et communes et ça donne au moins de choses à expliquer. Parce que j'imagine que, notamment là, on parle quand même pas mal de la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde en a plus ou moins entendu parler, je pense. Oui, ou il y a des chances. Mais ce qui est à Oui, la fois un avantage, parce qu'effectivement ça permet d'aller plus vite. Comme tu dis, c'est des références communes, mais ce qui est aussi un handicap, parce que du coup on vire vite vers les stéréotypes. Parce que les références oui, communes, elles sont plus souvent liées à des stéréotypes. Le nazi, c'est un gros méchant, enfin, si on reste sur la Seconde Guerre mondiale, mais même sur le Moyen-Âge, quoi. Le Moyen-Âge, dans les jeux vidéo, est quand même assez stéréotypé, quoi. oui. Justement, donc là, ça peut être un avantage parce que t'as peut-être, enfin, tout est dit dans le livre d'histoire, on va dire, ou du moins une certaine version que tu peux te choisir de suivre ou pas. Est-ce que après, tu peux pas aussi, d'un autre côté, t'as aussi ce désavantage de fidélité que tu peux avoir parce que, alors, c'est ce qui est reproché justement avec le Assassin's Creed Ragnarok. C'est qu'au final, dedans, tu vas avoir une représentation des Vikings qui n'est pas la représentation des Vikings que les gens se font, ou qui est supposé être peut-être historique. C'est dommage que j'ai pas pris. J'aurais dû reprendre la petite image que j'avais vue passer sur les réseaux sociaux où quelqu'un avait retravaillé l'image de promo de Ragnarok pour essayer de la faire correspondre un peu plus à ce qu'elle aurait dû être réellement. Donc, est-ce que du coup tu vas te mettre un public majeur qui va avoir juste les connaissances de base, on va dire, qu'il a eu quand il était à l'école ou parce qu'il a regardé quelque chose, mais après tu peux te mettre aussi. Est-ce que tu risques pas de te mettre à dos un certain public qui va être un peu plus élitiste et expert et qui va essayer de pointer du doigt la moindre erreur et la moindre déviance que tu vas avoir dans ton jeu. Enfin, je sais pas comment le dire. Alors, c'est vrai que tu peux avoir les deux cas, effectivement. Quand tu tombes sur des références communes, si tu essaies de reproduire exactement des faits historiques très, très connus ou assez tracés, forcément là t'arrives effectivement dans ce deuxième biais qui est que là c'est plus forcément un cadre commun qu'il va avoir, c'est carrément une contrainte de fidélité que tu vas avoir en plus. Alors que si tu gardes simplement le grand cadre, comme tu voyais dans Ruse, à mon avis, la fin c'était pas très historique. Mais toutes les batailles Oui. que tu me racontais, c'était, tu m'as indiqué que c'était des batailles qui s'étaient plus ou moins, enfin qui étaient arrivées réellement. Et tu peux faire des sous-batailles, j'imagine, là-dedans, par exemple. Donc rester dans le cadre, mais pas être dedans complètement, quoi. Enfin, il s'est passé tellement de choses que tu peux avoir des petites histoires à côté ou refaire ton propre contexte en gardant simplement la trame, en fait, la trame générale par rapport à ce qui s'est passé. Ça peut être un moyen, peut-être aussi. Oui. Mais le débat, en fait, pour moi, c'est un faux débat. On a le même, on a exactement le même pour d'autres médias et notamment le cinéma. Je pense à la sortie de Gladiator où bon, voilà, ça avait été présenté par les uns comme super fidèle, il y avait des conseillers historiques et tout. Et puis en même temps, il y avait des grosses erreurs, à commencer quand même par la mort de Marc Aurèle, qui se fait pas du tout comme ça. Enfin, mais le problème, il vient pas de la façon dont l'histoire va être utilisée, elle vient surtout de la prétention du développeur ou du studio à dire on fait de l'histoire ou on fait de la fiction.
partir du moment où c'est de la fiction, bah, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Tarantino a le droit de mettre une balle dans la tête d'Hitler, ça me pose pas de problème. C'est de la fiction. L'histoire, elle est là, enfin l'histoire en tant que période historique, elle est là pour donner un cadre, pour effectivement évoquer un certain nombre de choses, mais il y a une liberté après artistique, il n'y a pas de souci. Et là, tu parlais de Ragnarok, enfin les débats, moi je veux bien, mais la vidéo que j'ai vue, trailer, à la fois elle joue sur des clichés. Les mecs, ils sont tous baraques, ils se battent avec des haches. Enfin, il y a toute la scène avec le rituel où ils se font des peintures de guerre, etc. Donc ça, c'est plutôt du cliché qui mélange allègrement, à mon avis, des choses qui sont plutôt liées aux Écossais, par exemple, qu'aux Scandinaves. Enfin bon. Et puis en même temps, il y a quand même, oui, on voit bien que les bateaux, c'est des bateaux de type les longs langskip, comme ils appelaient, donc les longs bateaux, pas les dracars. Donc il y a la volonté de puiser dans ce fond-là, mais clairement aussi dans les stéréotypes, parce que les stéréotypes, ça fonctionne, et que tu parlais de Netflix, mais oui, on a l'impression presque de voir l'intro d'un épisode des Vikings ou quelque chose comme ça, quoi. Oui, c'est vrai que ça ressemble pas mal la promo de Viking. Et bonsoir Ren Chirok. Du coup, ça me fait penser, je sais plus quel éditeur qui avait sorti un jeu comme ça sur un contexte historique, et dès que tu lançais le jeu, tu avais un gros warning en disant attention, ça ressemble à l'historique, mais ça n'en est pas du tout, et si vous prenez comme ça, c'est que vous avez compris au jeu, quoi. Enfin, c'était pas écrit ça, mais mais je saurais plus dire ouais. c'était quel jeu. Parce que au début d'Assassin's Creed, t'as un message un peu dans ce genre-là, mais c'est pas exactement ça. C'est, enfin, il stipule Oui, juste sur que les c'est confessions, sur le ouais. fait que c'est une équipe multiconfessionnelle. Oui, voilà, et que le jeu est basé sur des événements historiques, des personnages historiques, mais que c'est créé par une équipe pour dire qu'il n'y a pas vraiment. Enfin, je pense qu'ils essaient de se dédouaner d'un parti pris. Tiens, du coup, alors j'avais une autre question avant. Je vais essayer de garder celle-là que j'ai en tête avant. Mais du coup, vu qu'on a ce truc de ce livre, donc l'histoire, ça peut être facilement adapté parce que tout est dans les livres. En même temps, tu te retrouves vite avec des contraintes. Est-ce qu'on peut considérer que l'histoire est une licence libre? Comme on dirait que faire un film adapté un jeu adapté d'un film ou d'un livre, c'est le film ou le livre devient une licence, mais du coup, tu as un droit à payer. Ouais, ouais, clairement, ouais. Enfin, la notion de licence libre est un peu étrange, parce que l'histoire, elle est écrite aussi, mais les historiens, à part quand ils sont conseillés, c'est clair qu'il n'y a pas d'historien qui va venir dire ah ben non, en fait, ça c'était ma thèse, quoi. Enfin, Ouais. Surtout qu'il me semble que pour que ce soit officiellement considéré comme historique, il faut que ça ait plus de 50 ans. Et il me semble que le domaine public, c'est quelque chose genre 80 ans. Donc au bout d'un moment, forcément, l'histoire, elle arrive là vite dans le aussi, domaine en public. fait, oui et non, parce que c'est un peu ce que enfin, un truc aussi que j'ai remarqué quand même quand, en préparant un petit peu l'émission, c'est que il faut voir de quelle histoire on parle. Effectivement, l'histoire, il y a une conception de l'histoire qui est de dire l'histoire, c'est vraiment quelque chose qui est passé, il faut avoir accès à toutes les sources, etc., pour éviter de dire des bêtises. Sauf que cette histoire-là, c'est l'histoire du 19e siècle. Or, ce qui est quand même assez rigolo, assez symptomatique, je pense, de l'utilisation de l'histoire dans le jeu vidéo, c'est que c'est une histoire très conçue comme au 19e siècle. D'abord, c'est une histoire des rois et des guerres. Il n'y a pas d'histoire économique, il y a très peu d'histoire politique, il n'y a pas d'histoire sociale, il n'y a pas d'histoire culturelle, en tout cas très très peu. C'est essentiellement une histoire économique et une histoire politique et une histoire militaire. Les rois et les guerres, hein, pour simplifier. Et effectivement, avec une prédilection pour des choses qui baignent dans une forme de mythologie quand même, du fait du passé, de l'éloignement, etc. Donc ça ne tient pas du tout compte des recherches actuelles en histoire, tout ce qui est la micro-histoire, l'histoire des genres, des choses comme ça qui, bon, finalement, sont zappées. C'est pas ça qui intéresse les développeurs. Ou très peu, très très peu. C'est vrai qu'en même temps, le but, j'imagine, c'est pas mal de faire rêver aussi. Donc ça part assez vite dans des choses assez grandiloquentes ou les choses qui font rêver plutôt que la vie d'un péon au Moyen-Âge, quoi.
C'est que pour vivre, faire sa vie, allez, je vais aller labourer mon champ, et puis c'est le jeu, faire un jeu que sur ça, ça doit pas être très intéressant. Bah, il doit y avoir quand même des Bah choses si, ça intéressantes à dire. s'appelle Mais, Harvest Moon, mais Ah, Harvest Moon, voilà, c'est sûr que si tu le faisais où tu passes ton temps à faire ton champ et à la fin, en plus tu payes tes impôts à l'église et machin, tu serais tellement dégoûté que t'arrêtes le jeu, quoi. Enfin, voilà. Parce que finalement, faire un jeu où on passe son temps à cultiver des champs, ça a quand même été fait. C'est pas un jeu historique pour le coup, mais. Quoi que ça pourrait être un rigolo qui fasse une version. Voilà. Du coup, bah, la question. il y aura peut-être un Farming Ah, Simulator avec un mode féodal. Hein. Medieval Farming non, Simulator. en plus, derrière, il y a des débats parce que, par exemple, il y a un jeu, enfin une série de jeux qui sont plutôt, bon, on va dire des serious gaming, qui sont plutôt des jeux éducatifs développés par une université américaine, et il y en a un qui porte sur l'esclavage. Et il y a eu des débats sur le fait que le jeu mettait en scène l'esclavage. Comme quoi, finalement, rendre ça ludique, parce que du coup, il y a une simulation de l'esclavage et de la gestion des esclaves, etc. C'était finalement ne pas respecter la mémoire des esclaves, des victimes, etc. Et ça pose des questions aussi, c'est-à-dire à la fois effectivement c'est pas forcément passionnant, et puis jusqu'où on peut aller dans la reconstitution de l'histoire et dans ce qu'on peut utiliser dans l'histoire. Voilà. Il y a des mecs Alors, qui du ont, coup. qui ont fait un jeu sur l'assassinat de Kennedy par exemple, où ça dure 3 minutes, et pendant 3 minutes, vous êtes Lee Harvey Oswald et vous devez assassiner Kennedy. Un peu particulier. Alors leur idée, c'est de prouver que, en disant qu'il y aura bien un joueur qui prouvera que effectivement c'est Lee Harvey Oswald qui, avec le timing, etc., a bien assassiné Kennedy. D'accord, C'est un oui. peu bizarre comme parti pris, mais Ça me fait penser à un épisode de Bones. Du coup, alors voilà, justement, ça tombe bien parce que c'était la question que j'avais juste avant et qui me revient là, enfin que j'avais gardé en tête. Est-ce que, donc, par rapport à ce message que, par exemple, Ubisoft met au début des Assassin's Creed sur le fait que leur équipe soit multiculturelle et multi-machin, tout ça, est-ce que faire un jeu historique, est-ce que tu tombes forcé, est-ce que tu as ce risque de tomber dans ce parti pris? Est-ce que vraiment tu peux l'éviter? Parce qu'au final, bah, même si tu prends pas le parti pris de ton équipe ou de ce que tu vas croire, tu vas prendre forcément le parti pris qui est l'histoire officielle. Qui est pas forcément. Alors après, ça dépend des gens. L'histoire officielle n'est pas forcément trait pour trait à ce que l'histoire était vraiment. Il y a cette expression où l'histoire a été écrite par les vainqueurs. Voilà. Et y a pas. Et du coup, et tout à l'heure, j'attendais d'ailleurs un podcast sur les Vikings où on dit que les sources qu'on a sur les Vikings sont viennent majoritairement de gens qui se sont fait raider par les Vikings et pas des Vikings eux-mêmes. Donc là, pour le coup, l'histoire est écrite par les victimes. Et ils vont pas forcément donner des bons avis. T'as le même problème avec les Gaulois et les Romains, voilà. C'est aussi une critique qui a pu être faite au moment de la sortie de Kingdom Come Deliverance, où a priori le jeu essaye de s'inscrire très fortement dans son héritage. Mince, de quel pays ça s'agit déjà? c'est la Hongrie, je crois, c'est en Bohème. Ouais, voilà, fortement dans son truc. Et du coup, il va apporter des trucs que beaucoup de gens trouvent bizarres et remettent en question. Ça peut être par une méconnaissance ou une relecture de l'histoire qui est faite aujourd'hui. Voilà, je vais. Non, je sais pas si. Voilà. Bah justement, je voulais partir un petit peu là-dessus aussi, qu'effectivement, quand tu pars de l'histoire, déjà, c'est un sujet qui est énorme, et tu pourras pas tout expliquer. Donc, si tu veux poser le cadre, forcément, tu auras assez peu de temps pour expliquer tout comment fonctionne et tout ça, à moins que tu fasses un jeu d'aventure de 2 ans, 300 heures, où tu commences, tu commences tout jeune. Voilà, faut que tu arrives à. Je crois que c'est toujours pareil, hein, que ce soit dans le jeu vidéo, dans la littérature, dans l'histoire. Hein, si tu remets pas les œuvres dans le contexte, enfin dans ce cas-là, le cadre, tu vas avoir du mal à tout comprendre. Et dans le jeu vidéo, on n'est pas là non plus pour faire une thèse sur ce qui se passe autour. Enfin, on pourrait, mais je pense que généralement, c'est pas forcément le cas. Je fais souvent un petit peu ce parallèle-là, parce que moi j'aime bien aussi tout ce qui est jeux vidéo années 80-90. Quand on le compare par rapport à ce qui se fait maintenant, bah forcément, ouais, c'est moche, les sons, t'as de lib, t'as pas de profondeur de son et tout ça. Par contre, quand tu remets dans le contexte et que tu revois ce qui se faisait à l'époque, toutes les difficultés techniques qu'il y avait, tout ça, tu peux commencer à choper un certain nombre
bah, tu peux trouver des graphismes impressionnants en 256 couleurs, par exemple, parce que justement, ils arrivaient à jouer avec une palette qui soit très réduite, avoir des images qui soient assez vivantes, avoir vraiment une touche graphique qui soit vraiment bien faite. Alors que si tu zappes cette contrainte-là qu'on avait à l'époque, bah, le choix des couleurs, bah, nous on se pose plus vraiment la question. Enfin, c'est juste un choix artistique et t'as plus vraiment tout le questionnement qui va avec pour se demander pourquoi ça marche aussi bien enfin, où est la prouesse quoi. Donc en termes historiques, bah, je pense que c'est à peu près la même chose. Si t'as pas tout le contexte de toute la société, toutes les mœurs et tout ça, on va forcément passer à côté d'énormément de choses. Donc Mais là, tu parles bah, forcément, à un de moment, faut contraintes. passer par, Pardon, vas-y. bah, tu passes par une simplification ou des raccourcis ou remoderniser un petit peu pour que ce soit compréhensible au vu des yeux bah, des gens modernes, quoi. Enfin, contemporains. Mais ouais, donc là, tu parles d'une contrainte technique, mais de toute façon, les contraintes, elles sont toujours, bon, déjà, parce que même la technique, on n'est pas au bout, on voit bien avec les histoires de recasting, etc. Mais il reste de toute façon, il restera toujours les contraintes de gameplay qui orientent forcément la façon dont l'histoire va être représentée. Là, la série Assassin's Creed, bon, elle a quand même été bien étudiée, justement, parce que Ubisoft met en avant, donc forcément, comme ils le mettent en avant, derrière, de temps en temps, il y a des retours de bâton, mais ils mettent en avant leur côté historique. Mais en même temps, il faut bien être honnête. Dans le premier Assassin's Creed, par exemple, la Jérusalem est une Jérusalem où le judaïsme est quasiment absent. Le mur d'alimentation est pas là. Donc pourquoi? Parce que tout simplement dans le jeu, il n'y a pas un parti juif. C'est les musulmans contre les chrétiens, c'est les Templiers contre les assassins. Et donc ils ont zappé, ils ont fait le choix de gameplay, le choix par rapport à une cohérence de leur jeu, de zapper le judaïsme. C'est pas de l'anti-judaïsme ou de l'antisémitisme, c'est juste que ça collait pas au gameplay. Pour montrer que justement ça n'a rien à voir, que c'est juste des contraintes liées au gameplay, il y avait eu également là dans le Origins la taille des pyramides, qu'ils avaient agrandi les pyramides pour que elles soient plus impressionnantes quand on les découvre. Voilà, là il n'y a pas le parti pris, il est juste un parti pris pour donner un effet aux joueurs, une sensation. Là par contre où ça devient plus problématique, c'est qu'il existe certains jeux, donc là je ne mets pas du tout Ubisoft dans ce panier-là, mais il existe certains jeux, et t'en parlais pour Kingdom Come, qui ont quand même des partis pris nationalistes, et notamment des jeux d'Europe de l'Est. Des jeux ukrainiens, des jeux russes, etc., qui vont revisiter l'histoire, en fait, au service de l'histoire ukrainienne face à la Russie ou de l'histoire russe, etc. Et notamment chez les Russes, on a quand même pas mal de jeux de guerre qui sont enfin, en tout cas valorisés par le pouvoir pour dire jouez-y, c'est très bien, c'est comme ça que ça s'est passé, etc. Alors que les jeux sont quand même parfois un peu limites justement avec la vérité historique. Donc le problème, il est dans l'intention. L'intention d'Ubisoft, il n'est pas de nier le judaïsme ou quoi que ce soit, ou ils se sont trompés sur ils sont pas capables de mesurer une pyramide. Il est de faire des jeux qui ont une cohérence et qui ont un intérêt en termes de gameplay. Par contre, pour certains développeurs, c'est pas si net que ça. Et on peut là se poser des questions sur la légitimité voire sur la manipulation de l'histoire. Oui, bah, ouais, du coup, c'était ma remarque d'après, mais on va peut-être pas la faire. C'était ce que tu peux. Enfin, aujourd'hui, quelque chose qui touche pas forcément. Ça touche plus l'histoire que le jeu vidéo globalement. Cette espèce de vouloir revisiter l'histoire et de d'essayer de donner des justifications sur des problèmes de société d'aujourd'hui en justifiant en essayant d'inclure ces problèmes dans le passé. Enfin, j'ai l'impression des fois de tomber sur des trucs comme ça. Et ça ressort pas mal, mais ça ressort. On a le même problème dans les séries, dans les films. The Witcher en a fait les frais dans sa série il y a pas très longtemps, puisque t'as certaines lois qui sont passées pour ça, des représentations des minorités par exemple, ce qui ne pose pas de problème en soi. Enfin, je pense pas que ce soit gênant en soi, mais ça te retrouve des fois à avoir des personnages qui vont peut-être faire un peu cloche par rapport à ce que pouvait être la vérité historique. Est-ce que enfin, je sais pas trop où je veux en venir, mais est-ce que vraiment est-ce que ça va être gênant, est-ce que c'est ou quoi, enfin, quoi. Bon. À nouveau, tout dépend un peu du propos.
Là, si je reprends Assassin's Creed, c'est pareil, le fait d'avoir cédé, d'avoir mis maintenant des personnages féminins systématiquement, ou quasiment systématiquement. On l'a vu dans l'avant-dernier, enfin dans le dernier actuellement, et puis il y avait les jumeaux non pas dans le Unity, dans le Syndicate, d'avoir des personnages féminins. Bon, c'est moyennement cohérent. Après, le jeu, il s'adresse à tout le monde, et puis ça me choque pas. Évidemment, c'est plus ou moins bien utilisé, mais ça ne me choque pas en tant que tel. Donc là, ouais, le propos, il est pas. Le côté, c'est pas très réaliste, ça me choque pas parce qu'il n'y a pas de manipulation ou il n'y a pas d'intention derrière. Après, il faut voir, effectivement, dans certains cas, ça peut être plus problématique. Mais ce que tu dis est vrai de toute façon de toute œuvre qui utilise l'histoire. Ça nous renseigne d'abord sur son époque, sur les problèmes de l'époque pendant laquelle elle a été produite, avant de nous renseigner sur la période étudiée. Les films de super-héros, c'est pas de l'histoire directement, mais les films de super-héros ne se comprennent que après le 11 septembre. Donc, Oui. Je sais pas, Carmen, si t'as quelque chose à dire, si puis après on va passer au point suivant, sinon. Je pense que ça rime bien, hein. T'as tout le côté intention et le côté contextuel, c'est qu'on fait des jeux pour les gens de maintenant. Donc si tu veux faire un jeu historique, faut assumer que ce soit historique et tu te parles à des historiens ou des étudiants. Si tu veux faire un jeu pour juste s'amuser, il faut faire un jeu pour les gens qui vont s'amuser, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, je vous propose de passer au point numéro 2 sur est-ce que vraiment on peut apprendre quelque chose avec le jeu vidéo. Voilà, donc en l'occurrence l'histoire. Est-ce que l'apprentissage de l'histoire, c'est que de connaître des événements historiques qui se sont passés et de connaître telle date et machin, ou est-ce que tu peux avoir des trucs un peu plus profonds sur surtout comment pouvait vivre une culture, ou des trucs comme ça. Alors, pour le premier point, par exemple, il y a le jeu qui est sorti l'année dernière, oui, We the Revolution, qui te met dans la peau quoi, d'un ah merde, cherche d'un juge révolutionnaire et du coup qui va essayer de te faire vivre un peu la révolution du point de vue des tribunaux, tout ça va le contexte de la révolution. donc la Alors, Révolution française, je précise, parce qu'effectivement, des oui, révolutions, il y en a plein. oui, la Révolution française et La celle Révolution de française. 1789. C'est Même pareil, des plus révolutions. celle de 1793, parce que je crois qu'on est pendant la Terreur, en fait. Oui, c'est pendant la Si Terreur. je dis pas de bêtises. Ouais, je sais pas. Pour moi, c'est la même. Enfin, c'est une qui a duré. Enfin, je la mets Ouais, dans le après, c'est même. une deuxième phase, mais on est Voilà, vraiment sur la mais période. c'est pas celle des années 1830, quoi. Oui. C'est pas la Révolution américaine. Voilà, donc oui. Donc par exemple, ce jeu, alors j'étais tombé du coup, c'était cool, ça va bien, Renchirok, et toi. J'étais tombé du coup sur une vidéo, donc on en parlait un peu avant, de la chaîne, je vais me rappeler le nom de la chaîne YouTube parce que j'ai oublié, Jeux vidéo et histoire, tout simplement. voilà, qui avait fait un débat justement sur savoir si est-ce que ce jeu-là pouvait apprendre quelque chose sur la Révolution. Je sais pas si vous l'avez fait, vous, je suppose que... Non. J'avais Voilà. découvert la Paris Games Week où j'avais vu. Il avait été présenté il y a 2 ans, mais j'ai pas eu l'occasion de le faire depuis. Ok, alors du coup, je vais essayer de faire un petit monologue dessus. Donc, est-ce que ça peut t'apprendre quelque chose? Alors, j'avais trouvé le débat, je trouve que c'est pas intéressant de mettre le débat et de le commenter, donc bon, voilà. Mais la réponse catégorique du mec, c'était non, t'apprendras rien, parce que effectivement, les événements ne sont pas mis dans le bon ordre. Par exemple, tu as l'assassinat de Marat qui arrive un peu trop tard dans le jeu. Dans le jeu, c'est toi qui fais le jugement de Louis XVI. Et, évidemment, c'est pas toi qui l'as fait. Il n'a pas été jugé par un. C'est pas un juge qui l'a jugé. Il a été jugé par la Constitution. À Oui, l'Assemblée constituante, ouais. oui, l'Assemblée. L'Assemblée Ouais. Et donc effectivement, du coup, tu n'apprendras pas la Révolution. Mais ceci dit,
derrière, par exemple, spécifiquement quand tu fais ce procès de Louis XVI, tu es interrompu pendant le procès parce que tu as la foule dehors qui réclame sa tête. Tu dois satisfaire et tu dois jongler entre les pouvoirs en place qui sont à ce moment-là, donc ils sont les royalistes qui veulent garder leur pouvoir, les révolutionnaires les extrémistes qui veulent aller à fond dans la révolution et qui veulent aller guillotiner tous les nobles. Dès qu'un noble est jugé, il doit être coupable et guillotiné. Et les un peu plus modérés qui vont chercher à trouver un peu plus d'équilibre. Du coup, alors effectivement, sur l'aspect historique strict, tu peux pas forcément apprendre ou autre, mais est-ce que malgré tout, tu peux pas essayer de comprendre un contexte historique et du coup apprendre quelque chose au final, enfin essayer d'avoir un éclaircissement sur cette période. Alors, bon, sans avoir fait le jeu, ça peut être difficile de réagir à ce que je dis. Bah, je crois qu'il y a Ouais, moyen quand même, parce qu'effectivement, tu proposes un cadre qui est de rentrer dans une époque, enfin une époque un peu compliquée là où tu dis effectivement il y a des pouvoirs très instables qui sont en place, enfin ou qui essaient de se mettre en place, et ça peut te permettre peut-être de découvrir cette période sous un autre angle que simplement le. Bah, moi, les souvenirs que j'en ai de la période révolutionnaire, c'est plus les cours de collège, et donc c'était quand même assez rapide. Donc voilà, ça permet peut-être de passer un peu plus de temps et de comprendre, de voir les choses de manière un peu plus large. Après, c'est toujours pareil en fonction de la façon dont c'est présenté et si c'est plus ou moins fidèle, ne serait-ce que dans l'époque où qui te propose d'aller voir un peu plus loin. Effectivement, là, si on dit il y a un jugement qui est fait, mais en fait là, ça n'a pas été fait, ça s'est pas passé comme ça, et voilà, il faut réussir à trier après entre ce qui a été modifié pour que ce soit intéressant et ce qui était historique, quoi. Donc le tout, c'est de pouvoir faire la part des choses et peut-être simplement d'avoir juste une porte d'entrée pour aller faire des vérifications, des recherches et un peu bah, pas forcément se passionner pour l'époque, mais s'y intéresser un peu plus peut-être. je pense que là, Caramel, en fait, tu as mis le doigt sur l'essentiel, c'est faire la part des choses. Sauf que le paradoxe, c'est que pour pouvoir faire la part des choses, il faut déjà savoir. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple très bête. On peut toujours apprendre des choses, effectivement. Vous prenez le troisième Indiana Jones, Indiana Jones et la dernière croisade. Bah, y a une séquence à Berlin où vous avez une séance d'autodafé. Donc, bah oui, on peut voir ce que c'est un autodafé, les nazis qui brûlent les livres, etc. Et ça, c'est historique. Enfin, je veux dire, ça renvoie pas à un autodafé en particulier, mais c'est quelque chose qui a existé et qui faisait partie de l'idéologie et de la pratique nazie. Le boycott, pardon, des intellectuels, de certains intellectuels, et la destruction des livres, et puis bah, après la destruction des gens. Euh, Sauf que, évidemment, ça, c'est noyé dans tout un tas de trucs qui sont pas vrais. Et au final, je ne peux l'apprendre, je peux apprendre quelque chose que si je sais déjà qu'en fait, il y a déjà des autodafés. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un à côté, alors, typiquement un enseignant, ou voilà, ou si moi, je vais faire l'effort de. Je pense que c'est un peu pour ça qu'il dit, donc c'est Romain Vincent qui anime cette chaîne, hein, Jeux vidéo et histoire, qu'on peut rien apprendre. Parce que finalement, si je ne connais rien sur le sujet, je ne serais pas capable de faire la différence entre ce qui relève de la fiction, de l'arrangement et de la réalité historique. Donc finalement, une fois que j'ai terminé le jeu, ben, je ne peux pas savoir des choses sur la période, sûres au sens sûr et certaine. Par contre, et là, bah, Caramel aussi, je suis tout à fait d'accord, c'est le jeu peut être un moteur de curiosité et te dire ah bah ouais, en fait c'est quand même assez intéressant cette période-là. Je me rends compte que c'est pas si simple que les souvenirs que j'en ai du collège, de l'école, je vais aller creuser le sujet parce que bah, ça m'intéresse bien de savoir quelles étaient les différentes forces politiques, par exemple là pendant la Révolution française. Et là, le jeu peut peut-être pas apprendre, mais inciter à apprendre. C'est pas tout à fait la même chose quand même. C'est un avis que je partage totalement. Du coup, pour dire, pour moi, c'est surtout des portes sur. Enfin, ça doit donner. Enfin, ça va donner l'intérêt sur quelque chose, et derrière, après, à toi d'approfondir ce quelque chose. Du coup, bon, ça va être un petit peu un retour en arrière, mais du coup, la question de base, je vais vous la reposer. Du coup, vous essayez de me répondre.
pour vous, est-ce qu'on peut apprendre vraiment quelque chose avec un jeu vidéo? Bah, si tu veux, moi j'ai appris l'anglais sur les jeux vidéo, mais Ouais, mais c'est pas le sujet. Hein, genre, histoire. En fait, si, c'est le sujet, ouais. parce que Caramel, il te répond, clairement, il te répond, j'ai appris l'anglais. Donc en fait, il a appris une compétence. Il n'a pas appris des savoirs, il a appris une compétence. Et effectivement, avec le jeu vidéo en particulier, mais le jeu d'une manière générale, on va apprendre des compétences sociales, des compétences linguistiques, enfin, langagières, etc. On va peut-être enrichir son vocabulaire parce qu'on va être confronté à des nouveaux mots, on va, je sais pas, découvrir des personnages qu'on connaissait pas, etc. Donc, on va développer des compétences. Par contre, est-ce que je vais apprendre un nouveau savoir, etc. C'est beaucoup plus compliqué pour les raisons qu'on a évoquées jusqu'à maintenant. Après, je pense qu'il y a d'autres choses qu'on peut apprendre. Un exemple que j'avais pas mal développé, c'est le jeu Oregon Trail. Alors, c'est un jeu éducatif à la base qui est censé enseigner les migrations américaines de la côte est vers la côte ouest, donc vers l'Oregon. On joue une équipe de pionniers qui vont comme ça traverser les États-Unis en chariot, voilà. Donc il y a un petit côté gestion, un petit côté action parce qu'il y a des scènes de chasse, voilà. Qu'est-ce qu'on apprend en fin de compte? Je peux apprendre un peu de la géographie des États-Unis, mais la leçon principale c'est que ils en ont chié quoi, que c'était dur. Parce que chier au sens propre, hein, puisque un des mèmes qui tourne autour du jeu, hein, qui est un jeu ultra connu aux États-Unis, parce qu'il a tourné dans toutes les écoles aux États-Unis depuis les années 80, on va dire, fin des années 70. Je crois qu'il est dans un épisode d'American Dad. Ah ouais, non, mais ça fait partie de la culture populaire américaine. Et le mème, c'est vous êtes mort de dysenterie. Et voilà, c'est une des morts courantes. Et en fait, c'est ça, l'idée, c'est de faire comprendre que ça allait pas de soi. Donc l'apprentissage, il n'est pas dans le fait que mon personnage, c'est pas un personnage historique, etc. Mais par contre, on va comprendre un phénomène, on va comprendre un truc un peu plus global. Et ça, je pense qu'on peut l'apprendre. D'une certaine manière, c'est un peu ce que tu as dit avec We the Revolution. C'est-à-dire que tu as appris qu'effectivement, pendant la Révolution française, il y avait des intérêts différents et que tout le monde n'était pas d'accord, que ça n'a pas été tout le monde s'est soulevé, on a coupé la tête au roi, puis c'était cool, c'était la République. Non, il y avait des intérêts contradictoires et ça s'est pas fait facilement finalement. D'où le fait que ça a été très long aussi, cette révolution-là. Donc ouais, on peut apprendre des choses, mais plus en macro qu'en micro. Ou alors si c'est vraiment une micro-histoire, je vais apprendre un personnage... ils étaient habillés comme ça, ou des trucs comme ça, vraiment des détails quoi. Ouais. Du coup, en faisant mes recherches de vidéos, j'étais tombé sur deux petits. Donc à la base, j'avais cherché des jeux éducatifs. Tu en as parlé. Donc il y a tout un pan de jeux vidéo qui existe par rapport à ça. Enfin, ce qui existe, oui, souvent c'est donc on appelle le serious game. Qui normalement est là, qui a vocation de servir de support d'apprentissage sur un sujet. Alors, ça peut être l'histoire, mais moi j'en ai vu croiser sur des trucs un peu plus médicaux, je sais pas quoi. Tu vois, un peu à la manière de ce que fait la série de dessins animés Il était une fois. Donc déjà, du coup, je vous propose de regarder une petite vidéo d'un de ces jeux, de présentation d'un de ces jeux, donc qui est fait par le réseau de Canopé. Donc c'est Vivre. Et puis après, on en reparlera. Oh, et puis avec le son et tout. On la regarde, vraiment. Grâce à la réalité virtuelle, vous êtes immergé dans un château fort du XIIe siècle. Vous pouvez cliquer sur de nombreux objets pour prendre connaissance sous forme vidéo du mode de vie de l'époque. Des centaines d'objets ont été modélisés pour créer cet environnement réaliste. L'application propose deux modes. Un mode visite
et un mode jeu où il s'agit d'atteindre le trésor du Seigneur caché dans le donjon du château. Ce scénario, ludique, de questions-réponses, permet de valider les connaissances. Cette ressource pédagogique permet d'aborder de nombreux thèmes du programme d'histoire et d'histoire des arts des classes de CM1 et de 5e. L'immersion, en temps réel, dans un environnement réaliste du XIIe siècle, le contenu mobile et l'interaction de ces nouveaux outils constituent une réelle innovation quant à l'appréhension du monde médiéval. Cette ressource est proposée sous forme d'application téléchargeable sur ordinateur et tablette. Genre de jeu peut vraiment servir? Est-ce que vous pensez que ça doit vraiment servir de support de cours, pourquoi c'est fait? Du coup, donc là c'est pareil, on est plus dans l'apprentissage de contexte, j'ai l'impression, que de trucs vraiment très précis sur l'histoire. Est-ce que vraiment ça peut servir? Et est-ce qu'on est encore vraiment dans du jeu vidéo en fait aussi? Parce que bon, c'est du jeu éducatif, est-ce qu'on est vraiment toujours dans du jeu vidéo ou vraiment, ou est-ce qu'on est plus, on passe vraiment dans un genre de cours plutôt, quoi? Parce que c'est. Je crois que t'as dit quelque chose qui est important aussi, c'est que c'est un support de cours. Donc l'objectif est pas le même par rapport à un jeu vidéo au sens où je pense on l'entend. Nous, quand on parle de jeu vidéo, le principe c'est surtout soit de passer du temps, se détendre ou s'amuser ou essayer de se dépasser ou ce genre de choses. Enfin, on a tous un peu nos objectifs personnels qui sont pas forcément celui des professeurs. Donc là, effectivement, quand je vois la vidéo, ça me fait plus penser effectivement à un livre un peu interactif ou un truc comme ça. C'est simplement, pour moi en tout cas, je vois ça comme simplement un autre support, une autre façon de présenter des choses qui sont plus graphiques, un peu plus interactives. Encore que là, en termes d'interaction, je sais pas si c'est vraiment très libre ou si c'est simplement très directionnel ou dirigé, un peu comme quand on tourne les pages d'un livre, sauf que là, ça donne l'impression qu'on soit vraiment très actif dans le cours. Donc, je sais pas vraiment. Après, c'est toujours pareil, hein, ça dépend d'un objectif. Et du coup, j'ai un peu oublié ta question d'origine. Est-ce que c'est. En tout cas, oui, si c'est utile, bah oui, forcément. De toute façon, c'est utile à partir du moment où quelqu'un s'en sert. Donc, Ouais, mais la question sous-jacente, du coup, c'est ça, c'est un peu parce que effectivement, il y a pas mal de serious games qui n'ont de sens que dans le cadre d'un prof, enfin d'un cours et de quelqu'un qui est à côté pour aider. La question sous-jacente, c'était est-ce que finalement, on peut dépasser ça et avoir un serious game qui soit un jeu en soi et qui soit suffisamment amusant pour qu'on n'ait pas besoin de jouer en cours. Alors, il y en a quelques-uns, mais ça suppose une approche différente. Alors, il y en a un que j'avais trouvé assez sympa, qui s'appelle Sauver le Louvre, et qui on se met dans la peau de, alors, je sais plus comment il s'appelait, le directeur du Louvre pendant la Seconde Guerre mondiale, et on doit gérer l'évacuation des œuvres. Donc, choisir où on va les mettre, et puis il faut faire face aux nazis qui ont un certain nombre d'exigences, qui eux veulent mettre la main basse sur les œuvres, et puis un certain nombre d'événements aléatoires, genre inondation, incendie, etc. Le jeu est sympa parce que justement, c'est un vrai jeu. On peut s'améliorer, on peut se rendre compte qu'il y a certains choix qui sont bons et certains sont mauvais. C'est Julliard, je crois, il s'appelle le directeur de l'époque. Après, on parlait des biais tout à l'heure. Faut savoir quand même que cette sauvegarde des œuvres, c'est une femme qui a géré ça et qu'elle est quasiment complètement ignorée dans le jeu, quoi. Donc c'est un peu dommage. Oui. Le jeu est bien en tant que jeu. C'est un jeu flash, hein, il est disponible en ligne, vous pouvez essayer. Mais là aussi, voilà, je vais apprendre des choses, je vais pouvoir passer un bon moment.
Parce qu'il n'y a pas, il y a pas du tout de bloc de texte à apprendre avec un quiz à la fin, hein, c'est pas du tout ça le truc. Mais par contre, bah, la rigueur historique, elle n'est pas non plus à 100%. Donc c'est un jeu qui est sur un compromis en fait. Oui. Du coup, pour un mot sur l'autre jeu à la sauce, donc j'ai pas trouvé de vidéo pour celui-là. C'est un qui propose de revivre l'expérience des tranchées en fait. C'est sur la Première Guerre mondiale et donc tu incarnes un soldat canadien sur le front et a priori donc tu dois donc voilà, je dis un peu en travers, mais ça va être faire ses choix dans les tranchées, donc bon bah porter les assauts certainement et la vie de tranchée des soldats, je pense. Voilà. C'est pas dégueu. Ok, donc du coup je vous propose de passer sur la troisième partie. Donc on a parlé au début des jeux vidéo, des rapports de jeux vidéo histoire, ça peut-être plus poser des questions sur un peu les contraintes, je pense, que ça pouvait inclure et les risques que tu avais de faire ce genre de jeu, sur l'apprentissage. La troisième partie, je proposais de parler des uchronies, parce qu'au final, est-ce que c'est pas encore plus facile de prendre un contexte historique, comme, allez, le plus connu, celui qui a marché le plus dernièrement, par exemple, c'était les Wolfenstein. Donc tu prends ton contexte historique avec ta Deuxième Guerre mondiale, et puis au final, tu décides de faire n'importe quoi. Tu vas faire gagner les Allemands, et puis tu vas faire traîner la guerre en longueur, et comme ça, tu as ton cahier des charges qui se réduit énormément, puisque tu récupères une liberté artistique ou d'histoire quasiment complète, on va dire. Je pense. Enfin, est-ce que vraiment tu la récupères, ou est-ce que tu t'accroches toujours dessus, quoi? Je pense Ah. en fait, la question de l'Uchronie, ça dépend de quoi on parle. Là, avec l'exemple de Wolfenstein, effectivement, on est vraiment dans une Uchronie de type littéraire. Il y a un point de divergence avec l'histoire réelle, et puis ce point de divergence est exploité, les conséquences de cette divergence sont exploitées pour créer un nouvel univers un peu parallèle au nôtre, qui ressemble mais qui n'est pas le même. Donc là, effectivement, le fait que les Allemands ont gagné la Seconde Guerre mondiale, qui est une des uchronies les plus Ouais, le plus courantes. exploité. Ouais. Sauf que j'ai envie de dire, d'une certaine manière, tout jeu vidéo est une uchronie, puisque en offrant la possibilité, dans un contexte historique, de réécrire l'histoire, je parlais tout à l'heure de refaire Waterloo, bah, si je gagne Waterloo, c'est une uchronie. Je vais pas, par contre, je vais pas exploiter les conséquences et recréer un univers dans lequel Napoléon Ier aurait eu une longue vie après 1815 et serait, je sais pas, empereur d'Europe et voilà, qui remodèle toute l'Europe. Mais le jeu vidéo a ceci, et je pense que c'est pour ça aussi, on en a un petit peu parlé, que le jeu vidéo, ou l'histoire est attractive dans le cadre du jeu vidéo, parce que le jeu vidéo offre la possibilité de réécrire l'histoire. Je peux m'emparer de quelque chose que je connais déjà et je peux tester le what if. Je peux essayer de... alors c'est les jeux dont on n'a pas forcément parlé jusqu'à maintenant, mais qu'on avait mentionné au début, tous les jeux de stratégie. Je peux prendre Gandhi et foutre la raclée à tout le monde. Ce qui évidemment est un non-sens historique. Oui. Ah, je parle de civilisation, évidemment. Gandhi étant un des leaders depuis le début. Mais en même temps, pourquoi pas? Enfin voilà, on est dans le what if. Voilà. Je peux prendre les Aztèques et envahir l'Europe. Oui, c'est une parole Voilà, on est vraiment dans le côté jouissif finalement du jeu vidéo, de pouvoir avoir la liberté de refaire les choses à notre manière, de faire semblant, hein, du make-believe en anglais, mais qui fait que l'histoire, effectivement, elle n'est pas un matériau inerte qui serait juste un matériau d'apprentissage, etc., mais que c'est une forme de pâte à modeler géniale qu'on peut mettre dans tous les sens, quoi. Donc il y a ce côté-là. Après, il y a l'Uchronie au sens propre, avec Wolfenstein, avec des jeux voilà, où effectivement on est dans de la fiction. Mais c'est encore autre chose. Ouais. Ouais, ça me fait rire parce que tu parles de Gandhi et son fameux bug dans les premières civilisations où il dépassait la taille de stockage et du coup il passait de très 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 calme à très 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 énervé si tu disais qu'il fallait qu'il se calme.
Et ce truc d'invasion aztèque, c'est le sujet d'un des DLC de Crusader Kings 2, en fait, mais qui pour le coup, je pense, est le DLC le moins aimé de la communauté. C'est-à-dire que C'est t'as... le, Hein? c'est le scénario de base d'une bande dessinée qui s'appelle Langsley et qui est juste géniale. C'est une bande dessinée qui est hyper difficile à trouver parce qu'elle a été pas rééditée du tout. Et en fait, les Incas ont envahi l'Angleterre et donc ça suit Robin des Bois dans une Angleterre dominée par. Alors je sais plus, moi, je D'accord. crois, je sais plus si c'est les Incas ou les Aztèques, mais c'est juste génial. Il y Il y a a 3 ou peut-être un... 4 tomes. Il y a peut-être un lien du coup, parce que du coup dans Crusader Kings 2, en fait, donc c'est un jeu historique où tu retrouves. Alors, ça passe bien dans les Uchronies aussi, parce que du coup tu as ton point de départ, et comme c'est toi qui décides de diriger une nation, alors dans Crusader Kings 2, c'est une famille que tu diriges, pas vraiment une nation. Mais par exemple, si tu diriges la famille Capet au début du jeu, c'est eux qui sont les rois de France. Donc tu vas diriger la France. Après, et en avançant dans le jeu, en fonction de ce que tu vas réussir à faire, tu peux perdre le trône et finalement, du coup, ne plus être roi de France et tu mets une autre dynastie au pouvoir, ou alors tu vas pouvoir conquérir d'autres trônes à côté et tout, et du coup, tu vas totalement changer la situation historique. Et en même temps, le jeu, à certaines dates, va essayer de te mettre quand même quelques événements historiques pour te ramener plus ou moins, enfin, essayer de garder cette trame de fond qu'il y a derrière. Donc ça passe pas mal par les schismes religieux, les appels aux croisades, c'est le cœur du jeu quand même à la base, même si c'était mis de côté à un moment. Les invasions de la Horde d'Or sur la fin du jeu. Et du coup, ils ont fait ce DLC qu'ils ont sorti, c'est un des premiers qu'ils ont sorti, où ils te rajoutaient une invasion aztèque, donc ils popaient, ouais, je crois que c'était sur les îles britanniques. Et donc tu devais aussi gérer cette invasion-là. C'est pas mal. Donc ouais, effectivement, du coup, pour ce genre de jeu, plus fortement, j'ai l'impression, tu vas réécrire vraiment l'histoire du continent européen pour là, même si ça va jusque l'Inde avec divers DLC, et du monde pour les Hearts of Iron ou les trucs. Je peux très bien faire un scénario Hearts of Iron où tu vas faire que la France résiste totalement et même réussir à prendre le pas sur l'Allemagne et envahir l'Allemagne dès le début dès 1940 et puis totalement changer la situation. Euh... Ouais, mais du coup, donc ça c'est des uchronies. Enfin, je pense que c'est le terme d'uchronie qui est le plus, ce qu'on entend le plus par uchronie, et pas forcément ce qui est le terme a priori de ce que j'ai pu voir scientifique de l'uchronie. J'étais surpris en achetant un magazine où je m'attendais à avoir une liste d'histoires comme ça, et en fait où je me suis juste retrouvé des analyses scientifiques où les mecs cherchaient à savoir si vraiment est-ce que cet événement pouvait se passer d'une autre façon si tu changes deux trois petits trucs. Est-ce que tu vois par exemple typiquement c'est est-ce que si le débarquement du 6 juin avait échoué, est-ce que vraiment ça aurait remis en question toute la fin de la Seconde Guerre mondiale? Donc tu te dis, bah en fait, avec les Russes qui arrivaient de l'autre côté et tout, bah pas forcément. Je sais pas exactement si c'est ce qu'il fait, mais j'étais tombé sur le jeu Titanic Adventure Out of Time, où apparemment tu joues un espèce d'espion, un agent secret ou quelque chose qui se retrouve sur Titanic un peu avant le naufrage. Et a priori, le but du jeu, ce serait d'essayer de faire éviter le naufrage ou quelque chose comme ça. Si j'ai bien compris. J'ai pas, c'est vrai, du coup, j'ai fait ça vite fait le soir et j'ai pas. Et, du coup, la question elle va être un peu bizarre et tout, mais est-ce que c'est des jeux? Est-ce que vous en connaissez des jeux comme ça? Est-ce que c'est, on reste toujours dans l'Uchronie? Est-ce que ça peut pas être plus intéressant du coup d'avoir un jeu qui va essayer de te faire changer l'histoire de cette manière-là, mais sans juste te donner une réponse sur est-ce que vraiment ça aurait pu être évité, est-ce que ça aurait pu être quelque chose, que quelque chose qui va exploiter un changement d'histoire comme peut le faire Wolfenstein. Je sais pas, Caramel. Pour répondre après à la question là tout de suite, non, je crois que des réécritures de l'histoire, enfin, justement, je vois peut-être pour dériver un petit peu du sujet, quand tu parles du chroniste, tu disais effectivement toutes les recherches en disant est-ce que si cet événement avait changé, est-ce que ça serait pas passé autrement, tout ça. On arrive un petit peu dans une zone qui, personnellement, je trouve plus ou moins dérangeante, qui est toutes ces histoires de ce qu'on appelle négativement justement réécrire l'histoire, qui est de partir d'un fait, de faits historiques et s'en servir en les modelant un petit peu pour la propagande, ou c'est toujours un peu la question de savoir ce qu'on en fait.
Mais ça rejoint peut-être aussi le petit souci que j'avais sur pas mal de jeux de la Seconde Guerre mondiale qui étaient un peu trop réalistes à mon goût, euh, qui était plus ou moins de s'amuser avec à la base qui était une horreur, quoi. Euh, le fait de réécrire l'histoire en disant ouais ça peut être marrant ou tiens regarde si on avait fait comme ça, passer un message en disant ça aurait pu être vachement mieux si on avait fait ça, sans tout l'aspect critique qu'il y a derrière, ça pourrait, moi ça me dérangerait peut-être un petit peu quand même. Donc tant que c'est complètement caricatural, quand on voit Red Alert 2 ou des jeux qui partent complètement en vrille et qui sont absolument pas, enfin qui perdent très rapidement leur ancrage dans l'histoire, bah ouais pourquoi pas. Enfin moi ça me dérange pas et puis justement ça permet de peut-être un petit peu d'alléger aussi un sujet. Enfin tu regardes Kung Fury par exemple, c'est complètement ça. Enfin c'est complètement débile, ça a un petit ancrage historique qui veut rien dire, mais voilà c'est marrant, ça a pas la prétention de faire autre chose et pourquoi pas. Quand on repasse sur des jeux un peu plus sérieux, on va juste faire quelques digressions et puis plus ou moins entrer dans une zone floue. Ouais, là, je sais moins. Là, je sais pas trop. Donc, bah, des jeux qui proposent de réécrire l'histoire à partir d'un événement particulier, ou bah, j'en ai pas qui viennent en tête. Et je pense que si j'y joue, ça pourrait peut-être me mettre mal à l'aise sur certains points. Je pense que enfin, le problème, il est peut-être un peu là, c'est sur la finalité. Enfin, historiquement, ou en tout cas, l'Uchronie, elle vient à la base, c'est une sorte de dérivé de l'utopie. Et l'utopie, c'est un genre littéraire qui critique le présent en maquillant en maquillant le lieu, en disant oui, mais ça se passe dans un autre endroit, une île merveilleuse, etc. Et en fait, soit par comparaison, soit en analysant un petit peu comment ça se passe, on se rend compte que c'est un discours critique sur la société qui a produit cette utopie. L'Uchronie, en tant que genre littéraire, elle a fait en partie un peu ça, et puis elle a vite dérivé vers effectivement du fantastique finalement, de la façon de réécrire l'histoire avec tout ce que ça peut poser comme problème. Après, si tu prends les jeux qu'on a cités pour maintenant, ou quelques jeux qui sont un peu dans cette veine-là, ça peut être intéressant de voir que justement l'intention ou l'utilisation de l'Uchronie, elle change. Si tu prends les premiers Wolfenstein, par exemple, c'est pas vraiment l'Uchronie au sens strict, puisque c'est la Seconde Guerre mondiale. La seule chose, c'est qu'à la fin, le boss, c'est Mecha Hitler, et voilà. Parce que c'est quand même cool d'avoir Hitler dans un mecha et de lui mettre un coup de fusil à pompe entre les deux yeux. Donc, le jeu a un contexte qui n'est pas défini comme un contexte uchronique. C'est la Seconde Guerre mondiale, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, mais en prenant des libertés parce que ça reste un jeu d'action, un jeu pour se défouler et qui n'a aucune prétention à être un jeu historique. La façon dont ils ont fait le reboot, finalement, avec les 3-4 derniers épisodes, là, ils ont vraiment construit une uchronie au sens strict, en disant, oui, on n'est plus pendant la Seconde Guerre mondiale, on est dans les années 60, et il s'est passé tout un tas de choses qui font que ça ressemble à nos années 60, mais c'est plus les années 60 telles qu'on les a connues. Donc avec un truc un peu dieselpunk, parce que voilà, on va finalement aller vers ces jeux-là, hein, vers des jeux steampunk, vers des jeux dieselpunk, voire même certains jeux, les Fallout, d'une certaine manière, c'est une uchronie. On est dans un monde post-apocalyptique alors que c'était hier. Les Fallout, je crois qu'ils se passent à la fin des années 90 ou au début des années 2000. Enfin, donc voilà, c'est un peu comme Retour vers le futur. On a déjà passé la date limite. Oui. Voilà. Et donc l'intérêt ici, il est plus complexe parce que c'est séduisant, ça permet effectivement des libertés, comme tu l'as dit, etc. Ça permet de donner des styles. Je pense aussi il y a une forme de nostalgie graphique, artistique. Le steampunk se définit d'abord par une esthétique. Ouais, c'était le mot que je cherchais en fait, par une esthétique. Le dieselpunk, pareil. Donc, on est plus sur quelque chose qui va être du plastique et du coup qui laisse totalement, donc de l'esthétique, et qui laisse totalement tomber
ou quasiment totalement tombé le discours et la portée critique que pouvait avoir l'Uchronie ou l'Utopie en tant que genre littéraire. D'où le fait Oui. que, en tant que jeu vidéo, ça peut devenir un peu du n'importe quoi aussi. Ouais. Du coup, question. Est-ce qu'on peut encore considérer qu'on est dans le jeu historique quand on est dans une chronie? Et là, du coup, je vais penser plus fortement, du coup, on les a vu passer sur les côtés, aux jeux comme par exemple les Résistances, où là, ils ont fait changer le cours de l'histoire par une invasion alien, ou les Homefront, qui sont vachement, ou même les Fallout, comme tu dis, qui sont finalement très proches de nous, et qui sont un peu à cheval sur chez nous, et puis un peu des jeux un peu d'anticipation. Ouais, du coup, de base, c'est pas forcément des jeux historiques. Mais est-ce que sur une chronique, tu peux encore considérer que tu es sur un jeu historique, ou est-ce que t'es plus du tout, ou pas du tout, quoi? T'as juste le contexte de base qui te rattache à ça, mais du coup, t'es plus du tout sur un jeu historique. Alors, Bah, euh, tu- du coup, ouais, ce sera le cas surtout sur des FPS ou certains jeux ou certains jeux de stratégie comme Iron Harvest qui est sorti il y a pas longtemps, où la deuxième guerre mondiale s'est terminée parce qu'ils ont inventé des mechas, plus que sur les jeux Paradox et les jeux de stratégie. Bah, je pense que ça. T'as une autre question qui est sous-jacente, c'est ce que tu entends un petit peu par l'histoire. Parce que l'histoire en tant que telle, si tu prends simplement les événements qui s'y sont passés dans un ordre chronologique et tout ça, bah, si tu fais une chronie, t'es plus dedans, forcément. Si tu pars du principe que l'histoire, c'est principalement l'analyse de ce qui s'est passé et de comprendre en fonction du contexte pourquoi ça s'est passé, bah, dans l'Uchronie, tu peux peut-être retrouver, bah, comme disait Xavier, bah, tu as cet aspect un peu réflexion qui est sur un parti pris plus libre, puisque t'as pas le cadre historique, mais qui est plus ou moins de réinventer un cadre qui va te donner une succession, enfin qui va te créer un environnement, et dans lequel bah, l'histoire n'est plus l'histoire avec un grand H, mais c'est une histoire qui porte à faire réfléchir aussi par rapport à des choix de société, par exemple, qui sont faits actuellement sur Fallout. C'est qu'est-ce qui se passerait s'il y a une guerre atomique. Voilà, ça permettrait de poser quelques questions comme ça, et tu retrouverais quelques éléments historiques dans la compréhension des événements, peut-être. Enfin, c'est peut-être un peu prétentieux aussi, mais après, si c'est juste l'effet historique, bah oui, non, c'est pas historique du tout. Enfin, Ouais, après, ça va dépendre aussi de quelle période un petit peu est revisitée, quelle est la période de base. Parce que d'une certaine manière, les Modern Warfare, c'est de l'Uchronie. Les Call of Duty ou Modern Warfare partent d'une analyse de la situation géopolitique actuelle pour en faire une fiction à partir de développements possibles. Et c'est quand même assez inspiré par la démarche, par ce qu'on a appelé le techno-thriller de Clancy. Et on voit bien que, à la fois, parce qu'il n'est pas plus bête qu'un autre, il peut sentir des choses et notamment la montée du terrorisme et de l'islamisme, etc. Visiblement, il y avait des intuitions et puis il avait des connexions aussi avec des gens qui étaient capables de lui donner les sources. Mais en même temps, il s'est aussi complètement planté sur d'autres trucs. Donc, ça reste de la fiction. Ce que ça peut être intéressant en tant que réflexion, et à nouveau, qu'est-ce que ça nous apprend? C'est sur les peurs et les problématiques de l'époque et de la société qui produit ces jeux-là. Clairement, les Modern Warfare montrent plutôt une vision anxiogène des autres civilisations, que la possibilité de vivre en harmonie tous ensemble. Bon. Ok. Et du coup, petite question bonus, on va dire, donc qui n'était pas dans le déroulé, mais ça a été évoqué. Du coup, je pense que on clôturera sur ça avant de passer sur nos recos et le digestif. Est-ce que, donc tu disais, le jeu vidéo pourrait devenir plus tard, ou est-ce qu'il peut déjà l'être, un support pour comprendre l'histoire et le monde du coup, à une certaine donnée? Est-ce que, donc, un peu à la manière que tu dis, donc certainement ça se retrouve avec le cinéma, certainement avec un peu de littérature. Est-ce que ça va s'ajouter à tous ces éléments-là pour prendre une photo
de ce qu'est le monde au moment où le jeu est sorti en fait. Donc tu vois, comme tu dis, est-ce que vraiment ça peut avoir un impact, on pourrait s'en servir plus tard ou aujourd'hui pour des jeux plus anciens pour comprendre à cette époque-là les questions de société, les évolutions qu'il pouvait y avoir à cette époque-là ou tout ça. Donc au final, on n'est plus sur là la question n'est plus sur est-ce que le jeu vidéo est un support pour apprendre l'histoire ou autre, mais est-ce que le jeu vidéo peut être un support pour étudier l'histoire du moment où il a été publié. Enfin, où il a été fait, je sais pas, voilà. Oui, bah, je vais me lancer. Ouais, clairement, enfin, là, je pense que c'est un peu ce qui pêche actuellement. C'est-à-dire que le jeu vidéo est devenu un objet d'étude universitaire, mais essentiellement côté sociologie, économie, etc. Alors que ça peut être aussi un objet d'étude, notamment pour les historiens, comme on peut étudier une époque à travers sa littérature, une époque à travers son cinéma, on peut étudier une époque à travers le jeu vidéo. Voir l'importance de la science-fiction et de la conquête de l'espace, etc., dans les débuts du jeu vidéo, bah, on est dans les années 70-80. On croit encore qu'on va aller sur Mars à l'horizon 2000, quoi. Donc, il y a vraiment, puis c'est la guerre des étoiles avec Star Wars, enfin le Star Wars de Reagan, hein, pas le Star Wars de Lucas, donc SDI. Oui. Donc, il y a tout un contexte qui fait que ça fait partie de notre imaginaire et ça s'est retranscrit dans les jeux vidéo. Donc, c'est évident que oui, le jeu vidéo, comme toutes les autres productions culturelles, permet de faire un instantané d'une époque. Enfin, moi, j'y crois, j'y crois fondamentalement, quoi. Bah, j'allais dire à peu près pareil, en me disant que c'était plus que le jeu vidéo, c'est une expression artistique de l'époque. Enfin, t'as dit culturel, je crois que c'est plus approprié. Mais grosso modo, les jeux qui sont produits maintenant, ils sont faits forcément dans le contexte de maintenant. Donc il y a forcément des traces de tous les aspects de la vie de maintenant, comme tu disais, les craintes, les rêves. Alors le problème que ça a posé, c'est est-ce que dans 50 ans, on sera toujours capable de lancer les jeux qu'on a développés maintenant? Bon, ça c'est une autre question, mais Ah, bah, ça pose exactement la même question, je pense, dans les préservations de l'art, puisque tout n'est pas immuable. Donc oui, enfin, clairement, ça peut être, pour moi, ça peut être un sujet d'étude. Alors peut-être pas, ça a ses spécificités forcément, mais ça va exprimer pas mal de choses. bah, au pire, Tu parlais pour... des pressions tout à l'heure par rapport au. Enfin, je sais plus exactement, mais le fait que les jeux vidéo peuvent subir un certain nombre de contraintes. Oui, tu parlais par exemple par rapport à Witcher et à la question des quotas. Oui. Euh, on voit bien par exemple que dans les jeux vidéo des années 80, euh, il y avait des choses qui étaient possibles, comme c'était possible d'ailleurs à la télé, qui vont plus de soi aujourd'hui. Et notamment, je pense en termes de jeux historiques, pour rester quand même dans le sujet, on avait la chance en France d'avoir Muriel Tramis qui bossait chez Cocktail Vision, qui avait la double caractéristique d'être à la fois noire des Caraïbes et une femme, et qui faisait des jeux dans lesquels elle parlait de l'histoire de la Réunion et dans lesquels parfois les héroïnes étaient, enfin les personnages principaux étaient des héroïnes. Et à l'époque, ça ne choquait pas parce que de toute façon, on s'en foutait. C'était un jeu vidéo comme un autre. Et progressivement, ces jeux-là ont été évacués parce qu'il a fallu être rentable, se conformer à ce qu'ils imaginaient, ce que les gars du marketing imaginaient être la cible dominante, etc. Et il faut attendre finalement un lapsus de 20 ans pour qu'on recommence à avoir des gens qui disent ouais, mais en fait, moi j'ai envie d'avoir un personnage noir dans un jeu vidéo et j'ai envie de parler de l'esclavage, des nègres marrons, j'ai envie de parler de l'histoire, etc. Ce qui reste quand même marginal évidemment sur l'ensemble, mais qui commence à réémerger. Dans les années 80, notre amie, ça faisait mes Willow, elle faisait Freedom. Et donc, il y avait un rapport aussi, une forme de liberté sur les choix qui dit quelque chose sur le média et le rapport qu'il entretenait avec la société. Et la société aussi, le degré de liberté de la société. D'accord, très bien. Bon, du coup, je pense qu'on va clôturer cette partie avec ces bons mots. Du coup, bon, pour clôturer proprement, des petites recommandations
sur des jeux historiques. Alors, on en a fait une chacun. J'ai un peu triché, moi. Donc, qui veut On a fait 4, commencer? c'est ça. Bah, j'ai fait un lot de groupe, tu verras. Normalement, tu le sais si t'as suivi le Discord. Je sais plus. Voilà. J'ai une mémoire assez courte là aujourd'hui. Tiens, bah, pour la peine, tu feras la tienne en premier, tiens. Je fais la mienne en premier. Alors je vais parler, on parlait de contexte historique et d'ouverture vers l'apprentissage, du côté historique. Je vais parler de Zero AD, qui est à l'origine un projet qui était fortement inspiré de Age of Empires 2 et qui garde quand même pas mal le côté ancrage historique dans tout ce qui était société à l'époque antique. Donc alors, la période est quand même assez large puisqu'il se base sur de moins 500 à plus 500. Donc voilà, il faut quand même remettre les choses dans l'ordre, puisqu'on va avoir par exemple quelques héros qui sont absolument pas à la même époque, mais qu'on va pouvoir faire jouer ensemble. Mais on va retrouver une certaine fidélité au niveau historique dans certaines choses, comme déjà tous les bâtiments, le nom des unités, tout ça sont disponibles en nom original et en nom simplifié. Donc déjà, ça permet de, si vous avez fait un peu de latin, de retrouver des choses chez les Romains, par exemple, du grec, chez les Grecs aussi. Alors je sais plus si ça pousse le vice à écrire les choses dans l'alphabet de là-bas. Je crois que non. Mais voilà, si vous voulez apprendre le celte, par exemple, vous prenez la civilisation celte et vous regardez comment ça se disait une maison à l'époque. Ce genre de truc. Et il y a aussi, dans le choix des unités disponibles et des compétences de civilisation, par exemple, une espèce de petite justification. Et il y a une petite biographie aussi sur les héros qu'on va pouvoir jouer. Donc c'est... il n'y a pas vraiment de cadre historique puisqu'il n'y a pas de mode campagne. Et, actuellement, il n'y a que le mode escarmouche. Le jeu est encore en développement. Alors, il est en développement depuis très longtemps et je ne sais pas quand est-ce qu'il sera terminé. Mais voilà, il y a cette volonté d'avoir un contexte et qui permet d'aller chercher, d'avoir des noms pour faire des recherches ou de comprendre un petit peu un peu mieux comment se structuraient les sociétés. Par exemple, chez les Spartiates, c'est la seule civilisation où les femmes peuvent combattre. Puisque quand on regarde après dans les bonus, comme les hommes étaient en général en caserne ou en campagne, les femmes avaient beaucoup plus de liberté au niveau de la gestion de la société. Elles pouvaient manier des armes ou tenir un commerce, par exemple, ce qui n'était pas possible chez les Athéniens. C'est des petits détails comme ça qui permettent de s'intéresser à la situation et peut-être de rentrer dans le cadre historique de manière ludique. Même si en jeu lui-même, il n'y a pas forcément grand-chose, mais voilà, ça donne l'occasion de s'intéresser un peu à l'époque et de comprendre un certain nombre de choses. D'accord. Alors, Céline m'a posé la question de savoir si le jeu était jouable ou pas. Donc je dirais que oui, il est jouable. Il est téléchargeable, c'est un jeu libre en plus, donc il est gratuit, il est cross-platform, il est plein de choses. Mais voilà, le jeu est en développement depuis super longtemps et il y a eu une espèce de clash à une certaine époque, il y a quelques années, entre le lead designer et une partie de l'équipe, qui a fait que le jeu a plus ou moins forqué en 2 versions différentes et depuis c'était un petit peu le bordel. Donc il y a 2 visions de jeu qui sont disponibles et voilà, on peut aimer l'une, on peut aimer l'autre ou pas aimer les deux, enfin faut voir. Faut tester quoi. Faut tester, voir un petit peu comment ça fonctionne. Et voilà, c'est pour ça que je le mets un peu dans les recommandations. C'est un jeu que je surveille comme ça de loin depuis un petit moment. Ok, ça a l'air intéressant, effectivement. Et bonsoir Yoldovan et merci. Xavier, du coup. Alors, pour changer un peu, parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de jeux de stratégie et puis de FPS, bon, je l'avais dit au début, c'est vrai que c'est quand même un peu les genres dominants. Je voulais évoquer un jeu d'aventure. Donc, je suis allé chercher Exhumé, un vieux jeu français du début des années, début des années 90, première moitié des années 90, qui s'appelle KGB. Donc édité par Cryo, donc Cryo qui venait juste de sortir Dune, donc qui sortait vraiment d'un gros succès en ayant fait l'adaptation du bouquin d'Herbert. Et donc il sort KGB, un jeu d'aventure point and click relativement classique, plus classique que Dune, hein, il n'y a pas de gestion de stratégie ou quoi que ce soit, enfin, d'aspect un peu de jeu de wargame, puisqu'il y a un peu ça aussi dans le livre. Là, c'est vraiment du jeu d'aventure classique, on récupère des objets, on parle avec des gens. Bon. Le jeu peut être assez frustrant parce qu'en plus, il est assez dur. En plus, il y a des choses, si on les a pas fait au début du jeu, à la fin, on peut être bloqué. Enfin, au milieu du jeu, on peut être bloqué et puis se retrouve, pas comprendre pourquoi on est bloqué. Mais moi, je l'avais trouvé intéressant à l'époque.
parce que déjà, justement, il abordait la période contemporaine. On est au début des années 90 et le jeu se passe au début des années 90 dans une URSS qui est en pleine déliquescence. Et clairement, le jeu avait ce qui permettait, en fait, je pense que c'était le prétexte pour justifier un ton beaucoup plus mature, beaucoup plus mûr. On est très loin de Bluette à la Final Fantasy, qui peut être sérieux sur certains aspects ou dramatique, mais là, le personnage peut boire jusqu'à être bourré et voilà, on peut aller voir des prostituées, on tue, on peut être tué. Et puis il y a tout l'arrière-plan historique avec un complot autour de Gorbatchev, qui d'ailleurs est plus ou moins annonciateur de ce qui va se passer au moment où Helsinki va intervenir. Hein, donc il y a aussi un côté presque prescient hein, de ça. Mais voilà, c'est ce côté adulte qui m'avait intéressé en disant bah ouais, on peut faire des jeux vidéo qui soient pas juste de l'heroic fantasy, qui soient pas juste du space opéra, mais qui se basent sur des problématiques et une réalité historique sérieuse, quoi. Qui est a priori pas hyper sexy, quoi. Le Oui. KGB, l'URSS, bon. Oh, ça intéresse des gens après. Et ça peut être vachement intéressant, ouais. C'est sympa. Ok, super. Pour ma part, donc là où j'ai triché, c'est que j'ai pas pris un jeu en particulier. En fait, j'ai choisi une série de jeux. Donc les Total War. Alors franchement, je savais pas trop quoi prendre et au final, je me suis dit allez, je vais prendre cela parce que ils ont une espèce de reconnaissance vu qu'ils sont un peu supportés par le magazine Historia Game. Alors du coup, on est dans de la stratégie, donc effectivement, tu vas prendre ton contexte historique et puis après tu vas un peu le mixer comme tu veux. Et enfin, ce que tu veux. Par contre, ils essayent quand même de s'attacher à essayer d'être aussi fidèle que possible sur tout ce qui est les unités militaires ou vraiment le contexte. Là, alors en vidéo, celui qui passe, pour rester dans le thème du prochain Assassin's Creed, c'est le Total War Saga Throne of Britannia, qui prend place après la mort théorique de Ragnar Lodbrok, et du coup pendant le règne d'Alfred et la construction de l'Angleterre qui a dû se faire entre les Saxons qui étaient là, les Bretons qui traînaient toujours un petit peu, et les Vikings. Donc, alors je crois que c'est plus des Danois que les autres, mais bon, il y en a peut-être aussi un Ça peu dépend en fait. d'ailleurs. Tu as les Danois au sud, donc effectivement au royaume de Ouais. Mercie, etc. Et les Norvégiens qui s'installent côté York, donc au Oui. nord de l'Angleterre. La Et Northumbrie. ouais, ah d'accord. Ok, ouais. Ouais, du coup, et donc faut tout ce beau monde essaye de fabriquer l'Angleterre. Donc t'as un petit compte. Donc à chaque fois, chaque jeu prend ce contexte historique surtout depuis, je pense, le Rome 2, un petit peu, non, même avant, peut-être depuis l'Empire Total War. Euh, bon, moi c'est une saga que j'aime beaucoup. Le petit dernier est vraiment sympa. Donc les trois royaumes, donc qui se basent sur l'histoire des enfin la période trois royaumes de la Chine, et qui te permet d'essayer de la faire d'un point de vue historique ou d'un point de vue roman, puisque c'est aussi c'est une grosse saga littéraire en Chine. Donc du coup, ça t'offre deux petits modes de jeu qui sont sympas. Voilà. Donc ça conclut notre débat, enfin le débat, la partie principale de l'émission. Et du coup, pour finir sur une petite note peut-être pas forcément plus légère, mais changer quelques petits mots sur une idée. Alors, on va pas rentrer dans les détails, et ça fera certainement le sujet d'une autre émission, du moins une partie du sujet, c'est les SVOD. Bon, j'avais envie d'en parler, je l'ai foutu quand même là comme ça, de toute façon on savait pas trop quoi dire. Disney vient de lancer son service de streaming à la demande, donc Disney+, qui contient pas mal de son catalogue. Je vous propose de regarder deux vidéos sur les services de vidéo à la demande, qui sont donc Disney+, et un qui vient sortir, mais qui va sortir que aux États-Unis, HBO Max. C'est juste pour vous mettre un peu la bave aux lèvres, et puis après pour vous dire que nous on l'aura jamais en Europe. Enfin, pas tous les pays ne l'auront pas en Europe et que ça va être compliqué, et c'est dommage. Et ensuite, on discutera. J'aimerais votre avis, savoir déjà si
vous avez testé, si vous avez été voir Disney+, et de profiter de la première semaine, voir le catalogue, et si au final, est-ce que la SVOD, vous y êtes attaché, est-ce que ça a vraiment eu de l'impact sur vous, et si ça a vraiment changé votre manière de consommer les séries et films et autres. Donc d'abord, on va regarder les 2 petites vidéos, s'il te plaît. Voilà. Okay, everybody, let's take it from the top. Something's happening. Something extraordinary. Something exciting. Something authentic and true. Everything changes now. And snap. What's next? The future. That's our specialty. Woohoo! Do you trust me? Yes. May the Force be with us. To infinity and beyond! It's like a dream. A wonderful dream come true. You have something very rare. You have magic. Hey, what's all the excitement about? Are you ready to see something different? This is the moment I've been searching for. Ready? Ready. Take the red pill, and I show you how deep the rabbit hole goes. I'm Batman. He's looking at you, kid. We're the ones to revolutionize. Hello. He's like the whole package. These children are the future of humanity. Bazinga. I'll get you, my pretty. Things are looking up. All right, boys, let's go launch this rocket. Raté. C'est bon. Voilà. Du coup, les questions. Est-ce que vous avez été zioté du côté de Disney+, voir ce que ça vous donne, enfin, voir ce que ça donnait, est-ce que ça vous intéresse ou quoi, et est-ce que, de manière plus globale, ces services-là sont des services que vous avez consommés qui ont pu changer votre manière, votre rapport à comment vous consommez ce genre de médias. Je pense que Rick, tu veux participer sur l'idée, par contre. Allez-y. Pas tous en même temps, mais... Ouais, bon, pas toi alors. Bah, pour commencer, je vais faire plutôt le parallèle avec les jeux vidéo, puisque question film, j'en regarde très peu, donc forcément. On va je le vais faire pas y aller. après. Sinon, en fait, c'est la question d'après. La question d'après sur le jeu vidéo, bah, je vais garder pour Oui. après alors. Du coup, Donc, et donc, du moi, coup- je vais réagir en disant non. ça n'a rien changé, ça t'aime pas. Non, bah, je regarderai pas plus avant qu'après. Quoi. D'accord. Et toi, Xavier? Alors, quand je me suis installé ici, j'allais à la bibliothèque. Puis à un moment, je me suis rendu compte que je lisais les livres que j'empruntais à la bibliothèque et que je lisais pas mes livres. Donc j'ai dit, bah, j'arrête d'aller à la bibliothèque. Et là, c'est exactement pareil. Et là, le fait de voir cette accumulation d'extraits,
c'est l'overdose, quoi. Donc, je vais déjà finir par par regarder tous les films qu'il y a dans ma bibliothèque, tous mes DVD, ou Blu-ray, tout ce que tu veux. Et un jour, peut-être, quand je m'ennuierai, ce qui risque a priori pas d'arriver, je passerai sur du streaming. Mais bon, sachant quand même aussi le coût environnemental du streaming, honnêtement, je suis pas fan. Donc ça n'a absolument pas changé ma consommation. Et j'aurais plutôt tendance à freiner des 4 pieds actuellement. Donc je boycotte Netflix et compagnie. Ah bah bravo. Ah bah, du coup, ça va tomber à plat, mon débat. Tiens, du coup, par contre, ça, on va pas en parler là, mais ça pourrait être intéressant d'en parler du coût environnemental, du coût du streaming par rapport au fait de fabriquer 15 000 DVD pour, à la vente, tu vois. Et il y a eu des études qui ont été faites et qui montrent que la production d'énergie pour fabriquer un DVD est moindre que la production énergétique pour streamer le même film. Parce qu'après, t'as les matériaux de fabrication. Ah non, mais tout, matériaux, transport, etc. Et en fait, c'est moins d'énergie que le stockage sur un serveur et le stream. Ouais, après, enfin, il n'y avait pas que la question d'énergie, ça je veux bien, mais c'est aussi, tu vois, enfin, chaque DVD c'est un boîtier plastique, c'est du pétrole, enfin, tu vois, ce truc-là, que ça forcément. Ouais, mais ça revient à la même chose. Le pétrole, c'est de l'énergie, le plastique, c'est du pétrole et ça revient à de l'énergie. En fait. C'est ouais. Et mais actuellement, enfin, ce que j'avais vu sur les études qui ont été faites, évidemment, les Google et compagnie et les Amazon et compagnie, ils n'ont pas trop envie qu'on fasse trop d'études pour montrer le coût environnemental. Mais sont plutôt en défaveur du streaming. D'accord. Ben intéressant. C'est un sujet à creuser, je pense. Ouais. Bon, pour ma part, je suis devenu, je sais plus faire en fait sans les trucs SVOD. Enfin, je regardais pas forcément excessivement la télé avant, mais je peux plus la regarder du tout maintenant. Ou alors en replay, donc il y a une autre version finale de ce qu'est la SVOD. Parce que t'es libéré de toute contrainte et tu te retrouves maintenant avec des catalogues qui sont quand même énormes. Donc il y a toujours ce problème évidemment. Je sais pas je sais toujours pas ce que je vais regarder parce que cette fois c'est plus que t'as pas trop le choix entre t'as le choix entre tellement de trucs qu'au final tu sais plus trop vers quoi te tourner. Mais ça reste intéressant et pour moi ça permet à moindre coût d'avoir accès à du contenu que tu vas galérer si tu veux à chaque fois acheter le coffret DVD ou qui passe pas forcément à la télé ou alors tu galères pour avoir les trucs voilà. Enfin moi là par exemple Disney+, c'est parfait pour moi pour pouvoir regarder les séries animées Star Wars. Enfin, c'est vraiment pour ça que je l'ai pris et ça me permet de les avoir sans galérer. Et d'une manière légale parce que le téléchargement au final j'ai arrêté de télécharger à cause de ça. Voilà. Et du coup une petite question qu'il y avait derrière c'est là, Google vient de lancer Stadia, Sony a lancé le PS Now. Dans les recherches, j'ai retrouvé le Black Nut, donc qui apparemment est donc c'est hébergé chez Amazon. Je ne sais pas si ça appartient à Amazon, mais qui est aussi du streaming de jeux vidéo. Parce que mine de rien, quand même, Netflix c'est un gros succès, Disney+, ça fait un carton dès que ça se lance, HBO Max, ça va certainement faire un carton. Aux États-Unis, ce service-là, ça se multiplie comme pas permis. Et ils en arrivent avec Apple, chaque chaîne du câble qu'il y a aux États-Unis finit par essayer de lancer son truc de SVOD. En fait, la Warner HBO, ça va être son 3e, je crois, qu'il lance. La CW a lancé le sien, CBS a dû lancer le sien. En France, on est encore un peu, on n'est pas encore à ce point-là, même si on a celui de France Télévisions qui arrive. Est-ce que ça peut marcher aussi bien pour le jeu vidéo? Est-ce que vous pensez que ça peut décoller? Est-ce qu'il y a un potentiel à venir sur du jeu vidéo en streaming ou pas? Ou est-ce que ça va rester un truc de niche rare ou ça va se casser la gueule? Sans forcément rentrer dans les super détails. Je sais pas si on peut rentrer vraiment dans des détails. Est-ce que ça peut faire le sujet d'une émission? Mais si ça peut le faire, ça fera le sujet d'une émission. On va pas débattre d'une heure sur ça. Je pense que oui, forcément il y a plein d'avantages, plein d'inconvénients. Je sais plus par où je voulais partir. Oui, en fait ça existe déjà. Il y a déjà des services, je crois que c'est les Shadow, un truc comme ça, qui proposent de faire la location de PC et c'est exactement ce principe-là, il me semble, où tu reçois les images, t'envoies une input, et en fait ta machine, c'est juste t'as juste ton écran, ton clavier et ta souris et t'as plus d'unité centrale. Enfin si, t'en as une qui se connecte, mais elle fait plus grand-chose.
C'est un client Donc, léger. si tu veux, dans le sens où si tu as une habitude de changer ta carte graphique tous les 6 mois parce qu'il te faut le top du top pour avoir les derniers jeux, bah, ça peut être vachement intéressant. Si à l'inverse, t'es plus à changer ton PC tous les 10 ans parce que ça marche bien et que de toute façon tu joues des jeux des années 90, t'as pas besoin de ça. Et surtout, j'ai pas la fibre, donc, donc ça marchera pas. Mais oui, de toute façon, je pense que dans l'évolution, ça va de plus en plus vers tout du dématérialisé. Donc le fait que le matériel soit dématérialisé à un moment, enfin, moi ça me choque pas. Enfin, je suis pas à la cible de ce truc-là, mais à mon avis, ça va marcher aussi. Twitch, ça a très bien marché aussi parce qu'on s'amuse à regarder. Enfin, t'as l'aspect social qui va derrière. Je pense qu'avec Stadia, Shadow et tout ça, tu vas retrouver l'aspect jeu en réseau qui va être démultiplié aussi d'une certaine façon. Enfin, je sais pas encore trop comment, hein, mais à mon avis, ça va marcher. Je sais pas dans quelle proportion. Et enfin, le gros problème, c'est la fibre. Ouais, des Est-ce connexions. que le 4K passera toujours aussi bien dessus c'est la question. Parce que si tu joues avec ton modem 4G sur ton téléphone, quand on voit comment ça se passe ici, je pense que ça marchera pas. D'accord. Bah, ça va dépendre où tu es par rapport à l'antenne, quoi. Xavier, du coup? Bah, je pense qu'effectivement, il est probable que ça fonctionne parce que de toute façon, la logique économique qui est quand même un peu dominante aujourd'hui va dans ce sens-là. On va vers une concentration des profits et une maximation des bénéfices et ça permet ça, c'est-à-dire que ça supprime les intermédiaires, ça supprime tout un tas de professions externalisées et voilà, donc pour les grands groupes, ça va dans leur intérêt et comme c'est un peu eux qui font la pluie et le beau temps depuis quand même quelques décennies, ça risque de fonctionner. Après, perso, je le souhaite pas, parce que là, on parlait, je vais un peu boucler, mais on parlait tout à l'heure d'Uchronie, etc. Ça renforce effectivement des gros groupes, et puis c'est le futur des années 70 vu par la littérature cyberpunk. C'est-à-dire qu'il faudra choisir son clan, il faudra choisir l'entreprise à laquelle on doit appartenir, et ça sera très compliqué. Le jeu réseau, ok, mais si tu es en réseau chez Google, tu pourras pas être en réseau avec Amazon, et chacun sera dans sa communauté. Et bon, d'un point de vue sociétal, je suis pas persuadé que ça soit génial. Et je reviens sur le coût environnemental, je pense que c'est même catastrophique. Mais donc, à moins qu'effectivement le politique, pour le coup, envisage des réglementations qui dissuadent l'évolution, on va dire, la pente naturelle des gros groupes, je pense que ça risque de fonctionner. Après, il y a aussi, la tendance, elle est claire, c'est de dire, vous n'avez pas besoin de posséder, vous avez l'accès, c'est le fait d'avoir un abonnement à quelque chose. Là, c'est pareil, c'est des tendances lourdes. On l'a vu avec la musique, on l'a vu maintenant avec le cinéma, enfin avec la vidéo, et puis le jeu à mon avis, va suivre. Derrière, ça me pose quand même des questions. Le jour où ta connexion elle est morte, moi je peux regarder mes DVD, quoi. Oui, après, il y a, enfin, le truc qui va avec, c'est que, par exemple, un Netflix ou un Disney+, ou même un Deezer ou autre, tu payes ton abonnement et après tu le lis sur un appareil, donc il peut être ton téléphone, ta télé, ta console, ce que tu veux. Là, bah non, c'est pareil. J'allais dire une connerie, je pense. Ah oui, non. Mais tu repayes pas ton contenu derrière. Tu payes pas en plus pour un truc. Parce que là, par exemple, Stadia, le modèle qu'ils avaient, si j'ai bien compris, tu vas payer ton abonnement. Dans l'autre, tu as peut-être quelques jeux, mais tes jeux ne sont pas dans l'abonnement. Il faut que tu repayes derrière. En fait, tu payes ton abonnement, en fait, tu vas louer. Tu payes ta participation au maintien des serveurs, et après, derrière, tu dois repayer le jeu pour pouvoir y jouer. Alors après, Ouais, ça mais va dépendre de l'abonnement que tu prends. Mais voilà, c'est ça, c'est-à-dire que là, ils sont dans une phase d'installation, donc forcément, ça leur coûte cher parce qu'il y a des infrastructures à mettre en place. À partir du moment où les infrastructures seront rentabilisées, les abonnements vont baisser et ça sera un abonnement comme pour la musique, enfin exactement comme pour Deezer. Enfin, à mon avis, la pente, c'est ça. Faut se rappeler qu'au début, Internet, on payait à la minute. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà. Quand tu avais des factures à 1000 francs, 1000 francs à la fin du mois, voilà, ça faisait beaucoup de minutes. On commence aussi à voir la dérive des jeux qu'on paye 2 fois, donc
Oui. Pourquoi? Pas des jeux où tu payes une première fois et en fait tu te rends compte que si tu veux l'avoir complètement, t'as un Season Pass ou un truc comme ça que tu vas repayer derrière. Ah oui, mais alors là, c'est un autre débat aussi, parce que est-ce que les DLC sont pas juste les nouvelles extensions, comme Alerte Rouge 2 avait eu une extension, La Revanche de Yuri, ou Cossacks avait eu 3 extensions, Age of Empires 2 avait eu une extension. Est-ce que c'est pas juste les extensions qui ont été remplacées par des DLC au final? Bah, tout dépend du DLC. Bon, là, c'est un autre débat, mais quand tu vois Oui. qu'un perso Street Fighter 2, un Street Fighter 5, c'est un DLC. Oui, après les DLC cosmétiques. Bah, c'est pas forcément cosmétique, c'est un nouveau Oui, perso. bah là, oui, pour le perso, oui, mais parce Le qu'après, jeu t'as est sorti avec des... 8 persos quand même, et aujourd'hui, ils sont à 30 ou je sais pas. Enfin, bon. Ouais. Mais oui, effectivement, je pense que la question du prix, elle va être rédhibitoire au départ. Pour un certain public qui peut pas mettre effectivement 60 € en plus de tous ces autres abonnements, téléphone, internet, Netflix, machin, voilà, parce que ça va s'ajouter. Mais bah voilà, et puis il suffit que Google rachète Amazon. Moi je me souviens, il y avait des trucs qui tournaient dans les années 2000 sur le Google Zone. Enfin, voilà, qui était un fantasme de rachat, de fusion de Google et d'Amazon. Ben voilà, il suffit qu'à un moment ils se mettent d'accord, qu'ils fassent un consortium, et puis il y en aura un qui apportera le catalogue de films, l'autre qui apportera le catalogue de jeux vidéo, et puis Voilà. tu auras Moi, tout pour ouais. le même abonnement, quoi. Oui. Ouais, et après, oui, d'accord. Ok. Et ouais, donc moi, en ce qui me concerne, le streaming de jeux vidéo, j'y crois pas trop. En tout cas, pas dans un futur proche, parce que donc il y a les problèmes techniques de ceux qui vont être dans des grandes villes avec de la fibre, ça va être génial. Ceux qui vont être un peu à la campagne, à l'extérieur, bah bon courage. Et ce truc de payer ton... Au final, tu loues. Pour moi, ça se rapproche plus à la location d'une console, puisque tu vas louer le maintien des serveurs, plus ensuite racheter ton jeu derrière. Voilà. C'est pas trop mon avis. C'est plutôt mon avis. Ok. Bon, bah on arrive au terme. Je sais pas si vous avez encore des choses à dire, à ajouter, des coucous, des trucs, je sais pas. Non? Je sais pas, je pense que c'était pas mal quand même. Ça a été plus concis que la fois dernière. Oui, ça a été un peu C'est plus moins éparpillé. orienté. Voilà, c'est vrai. Après, l'année dernière, c'était un sujet qui était propice à l'éparpillement. C'est vrai. Ouais, Mais bon, c'était voilà. une façon de dire, regardez, on s'améliore, suivez-nous, quoi. Oui, mais totalement, et encore, on va encore s'améliorer. C'est encore, voilà. C'est la première fois que je me prête vraiment à cet exercice présentateur, machin et tout, c'est pas facile. Et il faut que je bosse un peu plus encore mon sujet. Mais bon, c'est autre chose, je pense, c'est voilà. En tout cas, c'est très bien, ça fait plaisir. Ouais, globalement, c'était bien. Je vais vous remercier déjà, vous, d'être venu, d'avoir bien voulu participer. Donc, Xavier Caramel, merci à vous. Bah, merci à toi aussi pour toute l'orga, merci à Rip. Ouais. Merci à Rip à la technique. J'ai oublié de le présenter. Donc voilà, j'ai pas l'oublier dans les remerciements quand même. C'est grâce à lui si on a tous ces beaux overlays, ces switches de vidéo et tout ça. Donc merci beaucoup à lui. Un jour, peut-être qu'on arrivera à le faire participer dans les émissions en même temps. Je ne sais pas. Ça pourrait être sympa. Après, ça arrivera, je sais pas. Le format va continuer. Ce qui va continuer. Alors, il faudra qu'on en parle, mais il va peut-être encore continuer un petit peu comme ça. Puis mais le but, c'est du coup de revenir sur du plateau, et peut-être qu'on arrivera même à un moment donné à un mix des deux. Le but, c'est d'essayer d'avoir de plus en plus de trucs dans ce genre de format-là. Pas forcément aussi long, pas forcément sur les jeux vidéo, enfin, un peu divers. En tout cas, pour aujourd'hui, bah, c'est terminé. Donc encore une fois, merci. Je remercie aussi tous les gens qui sont passés. On va essayer de la mettre bien de côté, et du coup, elle sera disponible encore un moment, celle-là. Ça va être bien. Et donc, bah, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne fin de week-end, et puis bon courage pour la reprise pour ceux qui reprennent, ceux qui continuent, et bonne continuation pour tous les autres. Allez, Et bon salut tout le monde. Bon, ouais.